Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Dans les épisodes hors série de Girls in Food, j'invite des personnalités de l'univers créatif à partager leur vision, leur parcours et bien sûr leur passion pour la food. Mon invité d'aujourd'hui a créé ce qui est peut-être la marque de céramique la plus désirable, 37 Paris. Et pourtant, ce projet est né d'un coup de tête, d'une rencontre, sans préméditation. Car Caroline Petit-Mason est une femme d'instinct qui va au bout de ses envies sans s'imposer de limites. Et du contenant au contenu, il n'y a qu'un pas. Pour Caroline, nos assiettes et les arts de la table influencent notre rapport à l'alimentation et notre perception de la nourriture. Une réflexion passionnante qui a donné envie à Caroline d'investir le champ des recettes où le végétal occupe une place centrale. Dans cet épisode, Caroline revient avec franchise sur les difficultés de l'entrepreneuriat, sur le fait d'oser se lancer, mais aussi de s'autoriser à changer de cap sans avoir toutes les clés, mais sans aucun complexe. Pour celles et ceux qui souffrent du syndrome de l'imposteur, le parcours de Caroline pourrait bien être le témoignage qui vous manquait pour reprendre confiance ou oser vous lancer. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Caroline Petit-Mason dans Girls in Food. Bonjour Caroline Petit. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, Muse qui a 7 ans, Jack 4 ans, presque 5, et je suis la créatrice de la marque de vaisselle 37 Paris. Si on fait un petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans ta famille quand tu étais enfant ? Alors, qui est clairement très centrale, je pense qu'on est vraiment, je pense que beaucoup de gens pensent souvent à manger. Nous, c'est vraiment le sujet de conversation number one quand on se retrouve en famille et qui clairement rythme nos journées. C'est-à-dire qu'on peut être en face d'un déjeuner de vacances complètement délirant avec plein de bonnes choses fraîches et on est déjà en train de se poser la question de ce qu'on va manger le soir. Donc, on a vraiment grandi avec une éducation très portée sur tout ce qui est la bouffe, le plaisir de bien manger, de manger beau, et des parents qui nous ont toujours vraiment poussés à avoir une alimentation hyper saine et équilibrée, ce qui nous permet d'avoir après tous les petits excès qu'on peut avoir de temps en temps sans jamais trop se poser de questions ou culpabiliser sur quand on fait une petite dérive. Ouais. Quelle chance, parce que pour les enfants des années 80, je pense que beaucoup ont été bercés au surgelé ou à la grande distribution. Ouais. Nous, pas du tout. On a eu. Tes parents étaient assez précurseurs. Alors, mes parents, en fait, sont sont tous les deux Marseillais. Donc, ils ont une vraie, je pense, sensibilité à l'odeur, au basilic, au Mistral, à Toussaint. Et j'ai des parents qui mangent hyper sainement. Je pense que ma mère a mangé, forcée par nous, un McDo peut-être 3 fois dans sa vie, qu'elle va apprécier, mais en fait, elle va naturellement jamais aller vers. Elle va jamais aller s'acheter un paquet de gâteaux, un petit écolier. Si elle veut se faire un truc bon, elle va s'acheter un bon chocolat, etc. Donc on a justement on a beaucoup reproché à nos parents dans les années 80 d'avoir tous nos copains qui avaient toujours des Nutella, des gâteaux. Nous on n'avait pas le droit, nous on avait le droit à un bon morceau de fromage, un fruit. Et nos parents nous ont vraiment fait la guerre toute notre enfance sur en fait apprendre à bien manger et que ça nourrit pas en fait tous ces trucs surgelés, etc. Bon, écoute, quelle chance. Ouais, vraiment, quelle chance, et je m'en rends beaucoup compte aujourd'hui. Ouais. Et est-ce que tu te souviens d'un plat du dimanche, un plat de fête particulier qui était vraiment représentatif de votre un peu art de vivre en famille ? Alors, oui, alors il y en a beaucoup, parce que mes 2 parents cuisinent tous les deux, alors très différemment, mais très bien. Donc j'ai évidemment le souvenir, et c'est marrant parce que la relation à la nourriture change. Je me souviens évidemment du poulet rôti du dimanche, pas forcément le dimanche d'ailleurs, mais en tout cas les jours de week-end ou de vacances, de mon père qui est
clairement a créé une technique de ce poulet rôti pour avoir la peau hyper croustillante, etc. Donc ça a été toujours les odeurs de ma jeunesse, le poulet rôti qui est quand même toujours très bon, alors qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus de mal à manger un poulet rôti qu'avant. Ils aiment beaucoup le poisson, et comme ils ont vraiment grandi dans le sud, on a une maison dans le sud, donc on a toute cette nourriture assez méditerranéenne. Donc il va merveilleusement cuisiner un énorme loup pour 8 personnes avec ce qu'il appelle la petite ragounias qui fait tout, c'est-à-dire le petit jus de poisson au fond, avec la tomate qui a laissé un petit peu de jus, l'oignon, le citron. Et ça, c'est vraiment des gros souvenirs de mon enfance. On n'a jamais été, par exemple, même pour les jours de fête, dans ces espèces de plats très traditionnels, de la dinde, voilà, nous, c'est à chaque fois on expérimente pour Noël. On peut faire un dîner complètement végétarien. Mon père peut se lancer dans des pâtes au homard. Mais voilà, on est généralement très focus sur un plat, une très bonne entrée, plutôt que plein de choses qui fait que... des espèces de trop de nourriture tout le temps, où on fait 3 repas par jour. Je pense que le corps humain est pas fait pour manger, enfin en tout cas à notre époque, parce que quand je vois ce qu'on mangeait dans les années 50 mais voilà, nous c'est plutôt vraiment la qualité, un très bon poisson, des très bonnes pâtes, et voilà, on m'a toujours dit moi que il valait mieux dépenser un tout petit peu plus d'argent pour acheter des bonnes pâtes de bonne qualité, plutôt que se faire, qui sont beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus satisfaisantes quand on le mâche dans la bouche, plutôt que des pâtes bas de gamme où on va économiser 90 centimes sur le paquet, et qui fait que c'est des pâtes qui vont jamais être waouh, alors qu'on sait tous à quel point un plat de pâtes avec les bons ingrédients peut être bien d'accord, oui. un truc complètement fou, quoi. Et toujours dans ton enfance, est-ce que il y avait un métier qui te faisait rêver? Comment est-ce que tu te projetais à l'âge adulte? Alors franchement, je sais pas si je me projetais, surtout que je pense qu'à l'époque on avait moins cette projection qu'on a aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup plus, qu'on a des photos qui aussi forcent beaucoup plus la mémoire. J'ai un souvenir et des souvenirs, parce qu'on a des parents qui nous ont toujours beaucoup parlé, de parents qui nous ont toujours dit en fait vous pouvez être qui vous décidez d'être et qui vous avez envie d'être. Ils nous ont jamais mis la pression sur il faut que vous fassiez telles études, etc. Je crois qu'on a des parents qui juste voulaient qu'on soit bien dans nos pompes. Et peu importe la manière d'y arriver, à partir du moment où c'était fait de manière honnête par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire de bosser et si on décide de se lancer dans quelque chose, de le faire à fond. Du coup, on n'a pas eu la pression il fallait devenir quelqu'un, on a vraiment eu cette liberté, et on a aussi eu une grande force à nous trois, parce que j'ai donc une sœur jumelle et un grand frère qui a 18 mois de plus que nous. On est tous les trois vraiment hyper proches, on s'est toujours beaucoup parlé et soutenus. Et du coup, déjà moi je suis née à 2, je suis pas née toute seule. Ce qui fait que ma vie a toujours beaucoup dépendu de ma sœur et aussi de mon frère, puisqu'on a vraiment, je disais, grandi comme des triplés. Du coup, on a grandi très rapidement avec cette notion de... En fait, on n'est pas tout seul, et c'est pas que pour notre gueule, entre guillemets, et de toujours... Un peu quand on vient d'avoir des enfants, en fait, de comprendre que l'amour est différent et que tout d'un coup, il y a quelqu'un de plus important que nous. Et bien moi, j'ai ça beaucoup avec mon frère et ma sœur, où du coup, on était... peut-être moins monocentré sur nous, et on a grandi en équipe, et pour moi il y a cette idée là où il faut que tous les trois il faut qu'on aille bien tous les trois, et voilà, on était plus tournés sur notre bien-être, je crois, que sur une réussite sociale extérieure qui n'était pas encore dite comme ça à l'époque, mais en tout cas que par rapport à des amis, moi j'ai jamais eu de pression sur il faut que je sois ça. Il faut faire des études de droit ou de voilà. Exactement, on m'a jamais demandé d'être la première de classe. Par contre, notre père nous a toujours dit c'est mieux d'être la dernière de la première partie de la classe plutôt que dans la partie basse. En fait, pour éviter de vous attirer des emmerdes, un petit 12 de moyenne. On s'en contente très bien, parce que ça veut dire qu'il faut beau sauter un petit peu, mais au moins vous n'avez pas de problème de redoublement. On vous fout la paix et la vie va mieux comme ça. Ok. Ça aussi, je pense que c'est pas si commun que ça, en fait. Ah non, mais en plus, je trouve ça tellement moderne maintenant qu'on sait, alors qu'on a un père qui s'est fait tout seul, mais qui a eu une très grosse carrière. C'était un grand businessman. Ma mère qui aussi a créé sa boîte d'architecture très jeune, qui aurait pu ne jamais bosser, mais qui a créé sa boîte, qui avait 4 employés avec elle. Et en fait, on a grandi vraiment dans une famille où il n'y avait pas de sexisme, alors qu'on avait un père qui était quand même dans la pub, mais qui nous a toujours traités de la même manière. Donc je trouve ça hyper moderne
parce qu'on n'en parlait pas en plus à l'époque. Bien sûr, ouais. Et je me rends compte, et on le sait, la chance qu'on a, enfin la force qu'ils nous ont donnée aujourd'hui, on sait qu'on leur doit beaucoup. Toujours quand tu étais enfant, ado, enfin plutôt ado ou jeune adulte, est-ce que tu te souviens de ton tout premier job, le premier qui t'a valu un petit salaire? Ouais, je me souviens très bien. Alors très marrant parce que donc, mon père a travaillé chez McDo pendant très longtemps, et en 3e j'ai fait d'ailleurs non, c'était pas un job, c'était un stage. Mais bon, c'était un stage en tout cas qui, je sais même plus si jamais j'avais été rémunérée, mais c'était la première fois où vraiment je rentrais dans une entreprise, et tout d'un coup on n'est plus jamais traité comme à l'école ou dans un cercle familial, c'est qu'on rentre dans quelque chose. J'étais dans un restaurant McDo, hein. Donc les gens étaient là, bosser, ils avaient tous des tâches, donc il n'y avait pas le temps de savoir. Enfin, j'étais tout d'un coup mise dans comme si j'étais pratiquement salariée, et ça m'avait vachement plu, et j'avais trouvé ça dingue de voir ça si jeune et de comprendre si jeune en fait et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai un atelier de fabrication de céramique, de comprendre en fait que tout ça est un travail de groupe, encore une fois. C'est-à-dire que pour sortir le sandwich, il faut que le mec à la cuisson il soit taqué. Une chaîne de Exactement. valeur qui... Et c'est marrant parce que ça a été très dévalorisé de tout ce travail à la chaîne quelque part. Alors qu'en vrai, dans l'artisanat, ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ça. Et que je trouve justement que ça transmet des valeurs assez incroyables. C'est que moi, je dis toujours... on ne pourrait pas sortir les produits qu'on sortirait aujourd'hui, que chacun a sa position est complètement essentielle, donc il n'y a pas de quelqu'un qui est plus ou moins important. Moi je mets tout le monde au même niveau, et en fait je trouve ça hyper valorisant, ce travail d'équipe qui a beaucoup manqué et qui en même temps s'est fait beaucoup aussi critiquer dans les années je pense un peu folles avec toutes les dérives que ça a eu. Mais en fait l'artisanat et ce que je fais aujourd'hui, il y a quand même cette idée de la personne qui mélange la terre, qui va la couler, l'autre qui va poncer, l'autre qui... Enfin, on est toutes vraiment essentielles, et c'est un vrai travail de groupe. Puis l'optimisation de l'espace dans les cuisines, pour éviter les... Parce que c'est fatigant de porter, de se tourner, pour déplacer des choses, etc. Non, il y a vraiment il y a un truc très similaire. Et si on reprend ton parcours à l'âge où souvent on choisit son orientation, donc à la fin du lycée, pour quel type de matière tu as opté? Qu'est-ce que tu as fait ensuite après le bac? Alors moi j'ai fait un bac L parce que je savais pas trop ce que je pouvais faire, alors que j'ai toujours été assez forte en maths. Donc je sais pas si enfin bref, on m'a orientée vers un bac L. Parce que je pense que je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'ai l'impression que tout ce qui est un petit peu artiste, alors que j'avais pas du tout moi un background comparé à ma sœur artiste, alors qu'elle dit que c'était très affirmé artistiquement depuis toujours. Donc je pense que moi, en voyant ma sœur jumelle si forte, elle dessine hyper bien. Moi j'écris mal, j'ai une écriture moche, je dessine mal. Eh bien je pense qu'inconsciemment j'ai voulu lui laisser la place dans ce côté très artistique qui était vraiment très affirmé chez elle. Et moi, en fait, je pense que j'ai passé 5-6 ans de ma vie à me chercher sans aucune douleur, parce que j'ai fait donc un bac L. Ensuite, j'ai fait une maîtrise de sociaux que j'ai adorée. J'étais dans un milieu tellement différent, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive toujours à trouver le côté intéressant dans... Donc voilà, je pense que je me suis cherchée, j'ai fini par faire un stage, je sais plus exactement quand, au planning stratégique chez une boîte de pub qui s'appelle TBWA. Oui, qui est une grosse agence. Exactement. Que j'ai adoré. J'étais avec une maître de stage qui clairement m'avait pas mal challengée, mais j'avais aimé le challenge. Je travaillais beaucoup, je trouvais ça hyper intéressant, j'apprenais vachement. Il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas, mais moi j'ai jamais eu de complexe quand je connais pas les choses. Moi pareil, on a toujours eu des parents qui nous ont dit c'est toujours mieux de poser des questions quand on connaît pas plutôt qu'essayer de faire semblant, qui est l'enfer, parce qu'on est mal, du coup on se rend pas compte, mais les gens se rendent compte qu'on connaît pas, mais qu'on n'a pas la... Donc moi ça m'a jamais... j'ai toujours pu poser des questions quand j'en avais besoin. Et j'ai toujours rêvé de partir de la France. Alors que j'ai aimé mon enfance, on est hyper proches avec mes parents, j'ai ma sœur, etc. Mais j'ai toujours eu un truc au fond de moi je voulais partir. Alors que je pense que c'était plus dans l'idée, parce que concrètement, d'imaginer la séparation avec ma sœur,
c'est un petit peu con, mais quand on a grandi à deux, c'est difficile de... Ouais, je pense qu'on se l'imagine pas forcément quand on n'est pas... ça peut paraître vraiment puéril, mais moi, on a fait une grosse séparation avec Alix à 21 ans, donc quand je suis partie vivre aux États-Unis. J'avais dit à la fille avec qui je bossais chez TBWA que je rêvais de partir à New York. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu un poste qui s'est libéré là-bas en junior... clairement un petit peu pistonné, etc. Mais tout d'un coup, tu peux partir à New York. Et puis j'avais vraiment aimé, donc je pense que ma maître de stage à l'époque avait été très flatteuse par rapport à mon jeune travail. Mais bon, elle avait vu que moi j'arrivais à 7h du mat pour bosser. Je sentais qu'il fallait que je rende une présentation. Il fallait que la présentation dans ma tête elle soit nickel. Donc et j'avais forcément pas les compétences d'une nana un peu plus senior que moi, donc je sentais qu'il fallait que je mette les bouchées doubles. Donc je pense qu'elle a beaucoup valorisé ça. Et donc je suis partie, alors je suis pas partie à New York tout de suite, mais je suis déjà partie pendant 6 mois à Los Angeles pour me remettre au niveau d'anglais. Parce qu'on m'avait évidemment dit, est-ce que tu parles anglais ? Moi j'ai dit oui, je parle anglais, sauf que quand on arrive dans une boîte 100% ricaine, en plus New York qui est vraiment très américaine... En fait, on se rend compte qu'on ne parle pas du tout anglais, parce que tout va hyper vite, tout est dans des jargons... Il y a l'anglais qu'on apprend exactement. Et vivre en anglais. Oui, voilà. Et travailler en anglais, parce qu'en fait, en anglais, à New York, je pouvais très bien me débrouiller, mais par contre, arriver dans des... Enfin, c'était vraiment fatigant. Mais donc, je suis partie à Los Angeles pendant 6 mois à UCLA pour me remettre au niveau d'anglais, donc qui a été la première grosse séparation, et pas des moindres, puisque c'est vraiment l'autre bout du monde, et on vit un... Quand Paris se couche, nous on se lève et vice-versa, donc ça a été assez dur. Petite anecdote marrante, c'est que j'ai quand même rencontré mon mari actuel, Jonas, le jour où j'ai atterri aux États-Unis. Ah, incroyable. Donc c'était le 26 juin 2006. Donc c'est marrant dans les parcours de vie, en fait, de se comprendre. Il n'y a que l'expérience qui fait qu'on comprend pourquoi des choses sont arrivées. Bien sûr, pourquoi... Donc voilà, j'ai passé 6 mois à UCLA, qui a été compliqué parce que j'étais allée l'été. Enfin, c'est pas été compliqué, mais c'était moins stimulant que ce que je pensais, parce qu'en fait UCLA l'été, hors de la saison universitaire, c'est ça ? Exactement. Et du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup d'étrangers, mais c'était principalement des Asiatiques. Donc j'ai pas eu le côté hyper américain, californien de ça, mais ça a été évidemment une expérience incroyable. Est-ce que, même si je comprends que tu connaissais déjà les États-Unis avant d'y vivre, est-ce que ça a été un choc culturel ou pas ? Est-ce que tu t'es hyper bien adaptée ? Alors Los Angeles, oui, ça a été un choc culturel parce que je trouve que c'est vraiment, c'est une autre mentalité. C'est vraiment une mentalité, mais que je trouve géniale, mais qui est vraiment plus un stretch par rapport à là où j'ai grandi. Et par contre, New York, j'ai vraiment adoré cette ville. Et je trouve la culture je trouve que c'est une ville qui est tellement riche, mais à tous les niveaux. Ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est que j'ai passé 12 ans à New York, c'est vraiment la bouffe, quoi. Je trouve la richesse, la créativité. On sent que En fait, il y a un truc à New York, c'est que si jamais le restaurant n'est pas bon, il ferme en 3 mois. Il y a tellement de demandes là-bas. Alors, je sais que ça a beaucoup changé depuis le Covid, mais moi, à l'époque où j'y étais... Ce qui fait que tous les restos sont hyper bons, les petits food trucks, le taco, qui est quand même la création de la bouchée parfaite en termes d'assaisonnement, d'équilibre des aliments. Et moi, ça m'a vraiment fait tourner la tête. J'ai trouvé ça, alors que j'avais l'idée qu'on a tous beaucoup de la malbouffe américaine. Mais en fait, New York, Los Angeles, on est quand même sur... c'est des petits... C'est pas représentatif peut-être de la... Ah, pas du tout. Franchement, là, j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie que là-bas. Je trouve que c'est comment dire... Et puis on sent que les mecs, ils cuisinent avec passion. Il y a cette espèce de mixité de food avec du très traditionnel, mélangé avec un côté un peu cubain, mexicain. Donc il y a plein d'épices. Non, moi, ça m'a vraiment... Et puis la culture de New York, qui est aussi une ville très riche, parce qu'il n'y a pas comme on a par exemple à Paris, des Parisiens de génération en génération. New York, c'est une ville où ça n'est que des étrangers. Et par exemple, mon mari, quand j'ai déménagé à New York, il est arrivé 6 mois après. Il est en fait aussi... Alors, à part qu'il parle la langue et qu'il est américain, mais ça reste une ville où on n'a pas de famille là-bas, concrètement. Oui.
Donc il y a une espèce d'énergie qui se crée avec les gens qu'on rencontre, où en fait c'est très solidaire, tout le monde se fait les coups, tout le monde se met en contact. C'est intéressant ça, ok. Et du coup il y a une ouverture d'esprit, je pense que c'est pour ça que c'est une ville qui est aussi vivante et qui se renouvelle aussi rapidement. C'est qu'il y a une telle ouverture d'esprit, il n'y a pas du tout le côté qu'il peut y avoir à Paris je te file pas tel contact parce que potentiellement ça va... Il y a plus de partage, quoi. Je trouve ça incroyable. Ok. Et puis c'est des relations très fortes, et puis on crée vraiment des très grosses familles d'amis. Ouais. Oui, parce que en fait, ce que tu disais, on est un peu tout seul là-bas, donc on se... Et du coup, on recrée des familles et des gens... Voilà, et puis moi j'adore le côté hyper pragmatique des Américains. J'adore au supermarché la nana qui a un cliché de ce qu'on peut avoir, mais avec les ongles longs comme ça. Un énorme accent du Bronx, etc. et qui te dit hello darling. Je trouve ça tellement sympa. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un bon sens de la vie du quotidien, en fait, qu'il n'y a pas forcément à Paris, et je trouve que c'est ce qui est le plus dur, moi, sur le retour à Paris. Là-bas, je trouve que tout le monde dit bonjour, quelqu'un s'arrête dans la rue, il va te dire hey, nice shoes, il te connaît pas. Mais voilà, il y a tout ça qui fait que je trouve que ça participe vraiment à l'énergie de la ville, à l'énergie du quotidien. Tout d'un coup, quand on marche dans la rue, d'avoir des gens qu'on voit tous les jours, et au lieu de s'éviter, on se dit bonjour. En fait, ça nourrit, je trouve... un sens de la communauté aussi, oui, de puis l'appartenance. Je sais pas, moi je trouve que ça contribue à toutes ces petites choses qui fait que le trajet pour aller bosser le matin est agréable parce qu'on s'est dit bonjour, quoi. Enfin, ça tient à ça, hein, vraiment, pour moi les petits bons moments de la vie, c'est ça, c'est une petite rencontre sur un coin de rue avec voilà, et j'ai beaucoup aimé ça à New York. Donc juste pour finir pour le parcours, parce que je me suis évidemment... En fait, donc là on t'avait laissé, tu étais arrivée à UCLA pour apprendre, donc à Los Angeles, me remettre au niveau d'anglais. Voilà, c'est ça. Ensuite donc j'ai déménagé à New York pour prendre mon job au planning stratégique. L'agence était sur Madison Avenue. Et en fait, c'était hallucinant, parce que c'était vraiment ces agences américaines qui ont 10 ans d'avance à l'époque sur ce qu'étaient les agences françaises. C'était un peu cette espèce de concept Google. L'agence était très architecturale, graphique, des couleurs, etc. Et puis en fait, c'était une agence qui était tenue par... là, je pense que la moyenne d'âge était de 26 ans, mais que des gens tellement smart, quoi. Des nanas qui avaient peut-être 2 ans de plus que moi, parce que j'avais 21 ans à l'époque, 22 ans. Mais qui tenaient des gros budgets, vraiment des petits chefs d'entreprise. Donc j'avais été très fascinée par ça. Mais ça veut dire que, ton analyse par rapport à ça, c'est que c'était un endroit où on te faisait confiance jeune, en entreprise, je veux dire, par rapport à la France. Je pense qu'on faisait confiance jeunes parce que on était face à des jeunes qui avaient une telle niaque. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, 80% de la population vit quand même dans des bleds. Après, il y a des grosses villes, etc. Et en fait, parce que j'en avais parlé, je parlais à beaucoup de ces filles-là pour savoir leur parcours, puisqu'on a travaillé 3 ans et demi ensemble. Et donc, c'était des nanas qui venaient de tout petits bleds, qui avaient compris qu'en fait, leur chance dans la vie, c'était les études. Donc, qui ont bossé comme des malades, qui ont fait des très bonnes écoles, universités aux États-Unis. Et qui tout d'un coup voulaient déménager à New York, parce que c'est aussi un petit peu pour beaucoup de jeunes aux États-Unis d'aller dans ces grandes villes, c'est de partir du petit bled pour c'est vraiment le rêve américain, quoi. Sauf que c'est vraiment possible aux États-Unis. Et donc ces nanas sont des grosses bosseuses. Elles arrivent à New York sur Madison Avenue, dans une des boîtes les plus créatives du monde. Elles ont pas le temps d'être là pour copiner et pour elles veulent gravir les échelons. Donc c'est des nanas qui bossent comme des tarés. Qui ont l'esprit hyper vif et incisif américain, parce que c'est hyper pragmatique, quoi. Et je pense qu'elles sont à 24 ans comme des nanas de 32 ans, sauf qu'elles ont compris l'importance du business, elles ont compris comment le truc fonctionne, elles ont compris qu'il faut qu'elles aillent choper le client, que c'est des très gros budgets. Donc je pense qu'il y a vraiment une formation sur de professionnalisation qui est beaucoup plus... qui intervient plus tôt, en fait. Plus tôt, et surtout qui est beaucoup plus pointue, et c'est parce que on n'a pas le même système. Non. Mais bon, aux États-Unis, il faut bosser, en fait. Si tu bosses pas, ça marche pas. Il n'y a pas le chômage, l'arrêt maladie, ce qui fait qu'en fait, c'est quand même une génération des jeunes qui rentrent sur le marché du travail et qui ont envie de bosser.
La médiocrité qui n'ont n'est pas pas le choix en fait pour s'en sortir. Quoi. Exactement. Et il y a aussi le fait que la médiocrité dans ces villes-là n'est pas acceptable. En fait, si jamais t'es pas bon dans ton boulot, en fait, tu perds ton job, point barre. Il n'y a pas de... voilà, et il y a aussi ce côté aussi très américain et très New York, c'est que les gens, quand ils arrivent à New York, mais on est tellement fiers de faire partie de New York, en fait. Parce qu'on sait qu'on contribue à ce qu'est cette ville indirectement et chacun à notre petite échelle. Mais il y a cette espèce de fierté de quand on dit à quelqu'un « tu vis à New York », il va tout le temps te dire « c'est la meilleure ville du monde ». Alors qu'un Français va d'abord te dire « putain, fais chier, le temps, nanana, etc. » Donc c'est pas du tout la même mentalité. Donc voilà, j'ai fait 3 ans et demi là-bas qui ont été très durs parce que ça m'a beaucoup challengée. Je me suis souvent sentie pas au niveau. Oui, ça c'est en fait l'autre facette en fait de cette vie un peu trépidante où tout le monde est hyper bon et tout le temps au taquet. En fait, c'est que ça demande aussi une énergie folle, je suppose, de se maintenir tout le temps. Mais que t'as à 22 ans en fait, que j'aurais peut-être plus aujourd'hui, mais à 22 ans, je me suis jamais... je sais pas, alors peut-être parce qu'on a aussi été éduqués comme ça, mais pour moi j'avais pas l'option de... Alors que si je pouvais dire en fait je vais rentrer vivre en France, etc. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était pas l'option, parce que je savais que j'étais devant un challenge et qu'il fallait que ça allait être dur, mais que je savais que j'allais y arriver, parce que je savais au fond de moi que j'avais les capacités physiques, mentales, d'adaptation, mais il y avait vraiment la barrière de la langue qui faisait que, surtout planning stratégique, il faut quand même... comprendre le monde dans lequel tu vis. Donc voilà, moi, il y a ça qui a été très dur la première année. Et du coup, j'ai bossé comme une tarée et j'arrivais vraiment à 7h du mat au bureau. Je repartais à 22h ou 23h. À côté de ça, je ressortais, on allait dîner, prendre un verre mais je sais même pas comment ce que je faisais. C'est l'énergie des 20 ans. Exactement, voilà. On n'a jamais mal. Mais non, mais ça a été hyper formateur parce que pour moi c'est la meilleure école que j'ai eue. Et je me souviens que j'avais eu un petit coup de mou un jour et j'avais eu ma mère au téléphone qui m'avait dit il faut que tu te rendes compte que une fois que tu auras trouvé ton confort là-dedans, c'est-à-dire que tu auras passé cette première année difficile avec l'anglais, t'adapter, etc. Parce qu'en plus j'étais fatiguée, ça me demandait un tel travail de tout switcher en anglais. Et ma mère m'avait dit, et c'est marrant parce que ça m'est toujours resté en tête, et je crois que ça m'a vraiment donné l'envie de ne jamais abandonner, qui m'avait dit, il faut que tu te rendes compte qu'après avoir fait ça, tu n'auras plus jamais peur dans la vie. En fait, c'est une telle séparation avec ton concombre que tu as connu, avec ta sœur, nous. Là, tu te retrouves dans un truc qui est complètement dingue, et tu es hyper jeune. Et en fait, ça va tellement t'ouvrir l'esprit, ça va tellement t'enrichir qu'il n'y aura pas de... T'auras plus peur, quoi. Et en fait, j'ai gardé ça en tête et je sais que je me le suis beaucoup dit. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai assez dit à ma mère, que cette phrase-là m'avait vachement... Écoute, elle le découvrira peut-être en écoutant l'interview. Ouais, maman, si tu m'écoutes. Donc, tu as passé 3 ans et demi. Donc, j'ai fait 3 ans et demi dans cette là-bas. agence. Voilà, et après, au bout de 1 an, je pense que j'étais arrivée... alors, il y a toujours de la progression, mais déjà, je sortais avec Jonas depuis le jour où je suis... Enfin, 1 an après que je suis arrivée aux États-Unis. Donc je vivais avec un Américain, donc en fait tout d'un coup l'anglais n'était plus un problème. Oui. Donc j'étais hyper à l'aise, et puis ça faisait 1 an que j'étais là-bas, donc je savais comment il travaillait, j'avais pigé. Moi je sentais ma progression, que j'avais un esprit d'analyse qui était beaucoup plus... Enfin, je sentais que j'avais vachement évolué. Et en fait j'avais une boss à l'époque qui était assez redoutable, qui devait avoir, je sais pas, parce que peut-être qu'à 22 ans on se dit que 40 ans c'est hyper vieux, elle était peut-être plus jeune que ça, mais vraiment j'avais l'impression qu'elle était plus vieille que moi. Qui était la typique new-yorkaise hyper carriériste, qui était assez dure, elle était pas hyper sympa, puis elle avait pas non plus envie de te mettre à l'aise, donc elle était toujours... un jour elle m'avait demandé sur une pub L'Oréal, donc qui était écrit en anglais, mais pour une campagne australienne, est-ce que tu peux l'américaniser ? J'avais trouvé ça mais dégueulasse comme question. Imagine la subtilité d'anglais qu'il faut avoir pour passer de l'anglais australien écrit en plus à de... Donc c'était typique son genre de choses pour me mettre en difficulté, et en même temps je me dis que ça m'a aussi vachement formée, donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais voilà, cette Anna en fait elle était clairement aigrie, et je sentais que son aigreur venait du fait qu'elle avait pas de vie personnelle, et qu'elle avait basé toute sa vie sur sa carrière, qu'elle avait clairement, puisqu'elle était arrivée assez haut, donc elle y était arrivée, mais à côté de ça elle avait peut-être 40 ans ou un peu moins, un peu plus, j'en sais rien, mais clairement pas de mec, pas de famille. Et que moi j'ai toujours eu une famille justement où c'était hyper important on est très famille, pour moi c'est vraiment mon socle.
Et puis je sentais que elle, potentiellement, ça devait lui monter, et que du coup, il n'y avait pas de vie heureuse quand on n'a pas d'amour de quelqu'un qui vient nous montrer qu'il nous aime, quoi. Je pense que ça nourrit beaucoup le... Et du coup, je sais pas, j'ai eu un espèce de clic et je me suis dit, j'ai l'impression qu'il faut que je parte rapidement parce qu'en fait, les années vont passer. J'avais 25 ans, hein, tout se passait bien. Mais que si jamais je continuais là-dedans, j'allais potentiellement me retrouver à 40 ans où je travaillais énormément, ce qui n'était pas le problème. Mais de me dire, est-ce que je suis à New York, en fait, ça fait presque 4 ans que je suis là et en fait, je peux pas découvrir la ville ou les choses que je voudrais parce qu'en fait, concrètement, je bosse tout le temps. Je suis une grosse partie de la journée au bureau et après, je sors, on va au resto. On sortait beaucoup à l'époque, donc on a vraiment vécu New York. En plus, moi, je l'ai vécu avec des Américains, donc le côté hyper excitant de... Voilà, j'ai pas été avec des Français là-bas, donc j'ai vraiment... Mais je me disais, en fait, il y a un moment où je vais pas... Tu as compris que tu passais à côté de quelque chose aussi. Exactement. Là-bas. Et à côté de ça, j'étais donc avec mon mari Jonas Mason, qui a quand même une vie assez particulière, qui est mannequin depuis assez jeune, qui a voyagé aux 4 coins du monde, qui travaille très peu, mais gagne très bien sa vie parce qu'il est sur des grandes campagnes, etc. Et donc, depuis qu'il est jeune, il connaît... il allait en Australie, il a fait tous les pays du monde. Et j'étais avec ce mec qui était tellement relax, qui avait aucune... Aujourd'hui, on parle de charge mentale, à l'époque, clairement, il n'y avait pas encore ce mot-là, mais il était, je sais pas, tellement libre. Et en fait, je sais pas comment dire. En fait, j'ai compris, quand je suis sortie avec lui, qu'il y avait différentes manières de travailler, autres que ce que moi j'avais appris de notre scolarité française et notre éducation française. Et tout d'un coup, en fait, ce que ça m'a appris New York, c'est qu'en fait, on pouvait travailler différemment. Le travail n'est pas forcément derrière son bureau, derrière un ordinateur. Mais qu'en fait, il y a 1000 manières de faire les choses. Et pareil avec la bouffe, ça m'a appris qu'en fait, on peut cuisiner hyper différemment. On n'est pas obligé, ce qu'on nous a appris, pour faire une vinaigrette, il faut... Enfin, j'en sais rien, mais des règles... On peut s'affranchir aussi du cadre. Et ça a été j'ai commencé vraiment à casser mes barrières qui m'ont jamais emprisonnée, parce que je me suis jamais sentie coincée. Mais c'est vrai qu'être au contact de Jonas, je me disais, mais c'est quoi ce délire? Le mec est déjà sublime, ce qui quand même rend le quotidien assez agréable. Mais c'est pas le petit con, il est hyper bien élevé, il est hyper libre, il travaille, j'en sais rien, un quart de l'année. Et à côté de ça, il va voir plein d'expos, il est hyper artiste, il a... Et moi, j'étais hallucinée. Je me disais, mais c'est quoi cet ovni, quoi, comme ce... Et puis, comment tu as réussi alors à switcher entre cette carrière hyper prenante en agence, où le modèle, en fait, c'était travailler le plus possible pour aller le plus loin possible, et presque ce grand écart avec... ton mari qui avait une autre approche. Ouais, alors en vrai, le côté de travailler beaucoup, ça c'est un truc qui est vraiment dans notre éducation. On est tous les trois pareil, on est tous les trois des très gros bosseurs. Donc moi, ça m'a jamais posé problème. Et moi j'ai toujours aimé faire le travail en lien avec moi, c'est-à-dire de rendre un truc qui est fait un peu à la va-vite, mais ça peut m'empêcher de dormir la nuit. Donc j'ai toujours été quand même... Donc c'était pas le... Parce que j'ai travaillé autant et aujourd'hui autant, mais c'est juste la nature du travail qui a beaucoup changé. En fait, alors, quand on est sortis ensemble, la première année, il y avait Thanksgiving qui arrivait, et Thanksgiving aux États-Unis est quasiment plus important que Noël, donc c'est vraiment des vrais regroupements familiaux. Et Jonas m'avait dit de venir, sa famille vient de l'Illinois. Il m'avait dit, viens, on part à Thanksgiving, comme ça je te présente toute ma famille. Moi, j'étais en panique totale, évidemment. Et on part en voiture, comme ça on se fait un énorme road trip parce qu'il y a pratiquement, je crois, 19 heures de route entre New York et le bled d'où il vient. Et du coup, on est parti en voiture et en fait on venait de changer d'appartement et il fallait qu'on le meuble et on s'est dit, il n'y a pas moyen qu'on se fasse un meublement Ikea dégueulasse. Et du coup, on s'était dit, on va sur le chemin s'arrêter dans plein de petites brocantes, machin, etc. Et on va... acheter ce qui nous plaît, etc. Et donc on a fait ça à l'aller, on a fait 19 heures de route, on est parti pendant 4 jours parce qu'on a évidemment s'arrêté, on faisait des sauts de puce, quoi. Et en fait on a commencé ce truc de brocante où moi tout d'un coup je me retrouvais dans l'Amérique profonde, parce que c'est vraiment, on sort de New York, on rentre quand même on traverse les états de Pennsylvanie, Illinois, c'est vraiment le Midwest américain, quoi. C'est les plaines, la terre, l'agriculture, enfin...
c'est l'Amérique des films, quoi. Mhm. Et j'ai adoré, et et en fait, on s'est arrêté dans plein de brocantes, et à chaque fois, je sais pas, il y avait 50 chaises. Les 2 chaises, directement, on était sur les mêmes. Et je me souviens que je lui avais dit, mais t'imagines, ce que ça serait génial, en fait, que ça devienne notre métier. Et qu'en fait, on voyage, on achète ce qui nous plaît, et on n'avait pas encore réfléchi à ce qu'on allait en faire, mais en tout cas, il y avait ce truc-là d'aller choisir des meubles, d'aller creuser dans les greniers de la vieille Amérique, etc. D'avoir l'œil, en fait, pour trouver la pépite dans Exactement. Ouais. Et puis, je sais pas, moi, j'étais hallucinée des gens qu'on rencontrait, quoi. C'était vraiment des caractères de films. Je trouvais ça incroyable. Les mecs avec les accents qui changent d'un état à l'autre. Et toujours cette espèce de joie de vivre de ces gens-là. Il n'y a pas le côté... je suis désolée parce que j'ai l'impression que je suis pas très sympa avec la France, mais il n'y a pas du tout ce côté... en France, j'ai l'impression qu'en France, dans tout ce qui est d'aller dans la campagne profonde, il y a ce côté toujours un peu glauque, un peu triste, un peu vieux. Et je trouve qu'aux États-Unis, il y a cette espèce, j'ai l'impression qu'ils sont fiers d'être américains, donc ils ont toujours leur petit drapeau planté. Le mec, il est fermier, il va t'expliquer qu'il a passé sa vie sur cette terre avec ses parents, qu'ils ont construit les fermes, etc. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de partage, c'est hyper accueillant. Okay. Et moi, ça m'a vraiment... j'ai tellement aimé, puis je te dis, j'avais l'impression d'être dans un film, je vivais l'Amérique et j'ai adoré la sympathie de tous ces gens. Et voilà, et donc on fait Thanksgiving dans sa famille, on se refait le retour qu'on a adoré, etc. Du coup, on avait meublé un premier appartement qui aurait été le premier appartement 37 si on avait monté le projet à cette époque-là. Mais voilà, le tout a pris 3 ans, et et en fait, j'ai décidé de quitter TBWA. Et parce qu'on en avait parlé avec Jonas, on disait, il faut qu'on fasse ce truc-là, en fait, qu'on parte. Puis j'avais que 25 ans, 26 ans, il n'y avait pas de... Et je lui dis, il faut qu'on... Oui, la notion de prise de risque n'est pas la même non plus quand on est très jeune. Et surtout à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas la pression de il faut devenir quelqu'un. Enfin, moi, j'avais pas du tout ce truc-là. Et c'est marrant parce que parfois je me dis, mais comment est-ce que j'ai annoncé ça à mes parents, que j'allais quitter TBWA, ce qui voulait dire que je perdais mon visa de travail. Donc il a fallu faire... ça a été compliqué pour mon visa, machin, etc. Et en fait, je pense que j'ai tellement... je pense que mes parents ont tellement senti qu'on était passionnés de ce qu'on allait faire. Et puis je crois qu'aussi, mes parents, ils ont quand même toujours eu le truc de vivre vos vies. Et en fait, le truc de quand même partir en road trip à 25 ans avec ton mec, traverser les États-Unis pour monter ce business qu'on était en train de monter, de revendre de meubles, etc. Je pense que c'est quelque chose qui leur a vachement plu, en fait. Et surtout mon père, je pense qu'inconsciemment, c'était aussi une partie de vie qu'il aurait voulu avoir. Et il m'a dit, mais fais-le, il n'y a rien de plus beau dans la vie qu'être follement amoureuse et de te penser que tu peux tout faire. Et voilà, et je pense aussi qu'il, me connaissant, il savait aussi que ça allait pas être de la glande et du... Donc voilà, on est parti sur les routes, on a loué notre appartement de New York, sous-loué l'appartement, et on est parti sur notre premier voyage qui a duré 6 mois. Okay. On a traversé l'Amérique, et on ramenait on avait une remorque, et on ramenait des meubles mais absolument incroyables, avec des patines folles, dans des endroits dingues. Et est-ce que vous aviez réfléchi, alors vous aviez peut-être avancé sur le côté... Le modèle économique, en fait, comment vendre ces... Alors, c'était exactement le jour d'une conversation avec Jonas où je lui disais, il faut qu'on trouve des chaises à bascule. Et Jonas m'a dit, l'enfer de la chaise à bascule, moi, c'est un truc de vieux qui a chié sur le perron de ma grand-mère. Et je lui dis, mais je te promets qu'on ramène des belles chaises à bascule en France, mais je pense qu'on fait un carton plein. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit, en fait, ce qu'on ramène, il faut qu'on le ramène en France. Okay. C'est-à-dire que nous, on adore, mais le côté hyper industriel américain, on avait ramené plein de, tu sais, les petites cagettes Coca-Cola de l'époque, Pepsi, avec des patines hyper jolies, etc. Et j'ai dit à Jonas, en fait, je pense que ça va être beaucoup plus valorisé si on les ramène en France et qu'on crée une marque avec ça, c'est-à-dire un très bel espace qu'on installe comme un appartement ou une maison où tu as l'impression que ça fait 20 ans que les gens vivent là-dedans, avec que des meubles de récup, mais hyper bien présentés, etc. Et en fait, c'est au fil des voyages où le projet en est devenu ça, et donc on s'était dit, c'est très simple. Une fois qu'on estime qu'on a assez de choses et que ça raconte notre histoire et notre voyage, on envoie un container en France. Alors je te romance un peu l'histoire parce que ça a été beaucoup plus compliqué que ça pour envoyer le container en France. On avait loué un espace absolument incroyable rue du Verbois, et on avait aménagé cet espace comme une espèce de maison. Et à l'époque, c'était
c'était hyper moderne en fait, parce que c'était tout ce mobilier, moi je peux plus blairer aujourd'hui, mais c'était tout ce mobilier, les patines de bois, le mobilier industriel, on avait tout retapé, tout cleané, etc. Donc c'était hyper beau. Et en fait la liberté qu'on a toujours voulu garder, c'était de se dire on vend ça, on a 6 semaines pour tout vendre, et ensuite on repart pour un autre voyage. Et c'était ça le cycle en fait que vous aviez en tête. Exactement. Okay. Et je lui avais dit moi je veux pas me stresser, j'étais tellement stressée avec les deadlines chez TBWA, j'ai dit en fait qu'on ouvre la boutique au mois d'avril ou au mois de juin. En fait, je veux pas qu'on se dise on est en retard de rien, c'est juste personne va le savoir, mais je veux pas, voilà, de temps en temps on arrive dans un état, il y a tellement de choses, on trouve tout très rapidement. Et de temps en temps on a fait des semaines avec en ramassant 3 trucs parce que voilà, mais ça a été aussi des années tellement enrichissantes pour moi parce qu'on a fait ça pendant 6 ans. Et c'était incroyable parce qu'on a rencontré tellement de gens. Puis on rentrait dans les vies de ces gens-là en fait, parce qu'évidemment le mec, on n'arrivait pas, salut, on vient débarrasser ton grenier. On passait 3 jours avec eux, on leur expliquait ce qu'on faisait. Ils demandaient mais qu'est-ce que vous faites vous, parisienne, ici. Et en même temps ils trouvaient ça génial que des jeunes trouvent la passion et l'émotion dans tous ces objets. Il y a toujours cette phrase aux États-Unis, en anglais, qui dit que la poubelle de certains devient le trésor des autres. Et nous, c'était vraiment ça, c'est que les mecs, on récupérait des chaises, mais comme celle-là, sur lesquelles on est assise. Les mecs nous disaient non, mais c'est des vieilles chaises rouillées, dégueulasses, etc. Alors que nous, on était en transe de la patine jaune, et du coup, je sais pas, c'était très émotionnel en fait, ce voyage. Et puis on a passé 6 ans avec mon mari, donc je me suis dit si jamais il y a un problème avec lui, je vais me rendre compte rapidement. Si jamais en fait c'est un serial killer ou je me disais comment est-ce qu'il peut être aussi tout et bien élevé, et je me dis il y a un problème, etc. Et donc on a quand même passé 6 ans mais collés parce qu'on avait un pick-up truck qui était devenu notre bureau. On travaillait dedans et puis on faisait des heures et des heures de voiture par jour. Les miles américains sont longs. Et donc j'ai pas trouvé de serial killer. Parce qu'il a beaucoup de défauts, mais en tout cas, c'est... Et je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que maintenant, ce que tu chinais à l'époque et que pour le revendre en France, ça correspondait finalement plus à ton goût d'aujourd'hui. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que parfois, quand on a quelque part une patte ou qu'on est connu pour un style, c'est pas forcément facile de s'en défaire ou d'accepter que dans la vie on peut changer de goût, les goûts peuvent évoluer. Ah ouais, alors ouais. Toi, comment est-ce que tu as évolué en fait par rapport à ça, en laissant derrière toi finalement ce qui avait aussi fait ton succès de cette première aventure professionnelle entrepreneuriale? Ouais, alors j'ai évidemment pas réfléchi comme ça. C'est que et pour moi il y a vraiment des chapitres de vie et j'ai pas du tout d'attache. J'en sais rien, matériel en fait. Et puis j'aime moi changer. Je me dis que j'adore être tout le temps en évolution, en remise en question. Donc j'ai aucun problème à me dire que ce que j'ai aimé un jour, je l'aime plus. Et c'est pas que je l'aime plus, là, on a encore tous nos vieux livres, etc. C'est juste que c'est aussi des effets un petit peu de mode et que on a tellement vécu ça pendant 6 ans que j'ai dû m'en lasser. Quand on est arrivé à Paris, on s'est dit avec Jonas, on veut du métal blanc laqué. Alors que notre appartement de New York était complètement fait avec tous ces meubles de récup, etc. et qu'on a adoré. Mais je pense qu'on a... Déjà, oui, il y a des grands cycles de vie. En fait, nous, on a arrêté 3-7 les meubles parce que quand je suis tombée enceinte et qu'on a eu notre fille, on est parti en voyage avec elle pour aller chercher des meubles, mais en fait, on avait perdu la liberté qu'on avait. Et en fait, ce projet-là, sans la liberté de pouvoir vagabonder, aller dormir dans un petit motel... c'est compliqué, en fait, c'est plus la même chose. Et puis, c'était un boulot qui était hyper physique parce qu'on allait aussi démonter des fermes qui étaient abandonnées pour récupérer tout le bois parce qu'on s'était mis à fabriquer nos propres meubles, etc. On avait notre atelier qui était à New York, enfin, dans le New Jersey, juste en face de Manhattan. Et en fait, on s'était mis à fabriquer nos meubles. Donc, en fait, je suis devenue menuisière avant d'être céramiste. Mais à force de fabriquer, j'ai passé aussi des heures à l'atelier pour comprendre comment faire la table. On avait tout un travail de découpe de bois hyper précis avec des patines, etc.
Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Et puis en fait, il y a un moment, on n'avait plus envie, c'était fatigant. On déchargeait des containers de meubles toute la journée. Moi, j'étais mes baraques. Enfin, franchement, je pouvais porter des charges mais colossales. Et après, on a eu Muse, et c'est vrai que on rentrait le soir, on était dégueulasse parce qu'on était avec des meubles, de la sciure de bois. Tout d'un coup, on a un nouveau-né. Ouais. Voilà, il y a vraiment un changement qui s'est opéré. Et puis, on a fait un dernier pop-up, je crois que c'était en février 2006 à Paris, et Jonas m'a dit, alors que ça avait très bien marché à notre niveau à l'époque, hein, on était loin d'être une multinationale, mais on rentrait complètement dans nos frais, on était indépendant financièrement, mais Jonas m'avait dit, j'en ai marre, je veux qu'on arrête, etc. Et en fait, moi, ça m'avait fait mal quand il m'avait dit ça, parce que c'était mon premier bébé, en fait, 37. Et je lui avais dit, mais non, on peut pas arrêter, etc. Et je lui avais dit, écoute, je respecte que tu vas arrêter, moi je vais continuer le temps que j'ai envie, etc. Et en fait, je savais qu'à cette époque-là, j'étais pas prête à arrêter parce que j'étais encore trop émotionnellement attachée à cette vie qui allait devenir notre vie de jeunesse, en fait. Là, on avait un premier enfant, il y a eu quand même un gros changement. Donc j'avais du mal à dire non à ça. Mais je savais au fond de moi que ça allait... de toute façon, je le ferais pas longtemps sans Jonas. Et qu'en plus de ça, il fallait juste que... Encore un truc que nos parents nous ont appris, mais en fait, d'écouter nos corps, parce que de temps en temps, c'est pas que... On prend pas la bonne décision, c'est juste qu'on n'est pas prêt, qu'on se laisse pas de temps de digérer. Et moi, je sais que quand je pensais à arrêter 37, j'avais mal. Je savais que ça allait s'arrêter, mais du coup, et ça me rendait triste, c'est un bien grand mot, mais j'étais pas, j'étais pas sereine avec cette décision. Et puis en fait, du coup, j'ai continué jusqu'au moment où en fait, je me suis réveillée un matin et j'ai dit, mais sans plus aucune douleur, j'ai dit à Jonas, ça y est, I'm ready, on arrête. Et du coup, on a parce qu'on avait évidemment des storage partout avec les meubles, donc on a fait des ventes aux enchères de storage, c'était hyper marrant à faire, etc. On s'est débarrassé de tout. Mais sans jamais un remords ou un regard derrière avec une petite larmichette de sniff. J'avais complètement accepté le fait que c'était fini et que... Il fallait juste un petit peu plus de temps, en fait. Et puis que lui, il a été prêt plus que moi, et que voilà, et que je lui avais dit, et je lui dis, pareil, de temps en temps, si j'ai dans le quotidien des moments d'énervement ou un petit peu de... je me rends assez compte que c'est pas un truc qui est problématique, dramatique, donc ça devrait pas... ça me crée l'émotion que ça me crée, que je vais juste accepter et que je vais digérer. Et de temps en temps, je lui dis à Jonas, je lui dis, laisse-moi 5 jours. Laisse-moi digérer le truc pour que je puisse le mettre derrière moi. Moi, ce qui est terrible, c'est quand... si j'ai pas le temps, en fait, de digérer, de comprendre pourquoi est-ce que ça m'apporte de la tristesse, de l'énervement, de la rancœur. Et en fait, il me suffit juste le temps de digérer le truc et boum, une fois que c'est digéré, ça passait derrière. Et en fait, ça me laisse pas de douleur. Donc j'ai eu ça pour TBWA, parce que ça a quand même été un gros truc pour moi. Et puis aussi TBWA, je quittais quand même une sécurité financière, un truc que j'avais battu, dans lequel je m'étais battue à mon niveau, à mon échelle pendant 3 ans et demi. Donc voilà, c'est que chaque chapitre de vie, je trouve, pour ne pas être fait dans la douleur, doit être fait en... Et c'est vraiment ce que je pense qu'il manque et qu'on apprenne à la génération qui arrive, c'est en fait de gérer les émotions. Accepter de les regarder plutôt que de vous prendre un Xanax ou un truc pour... accepter que ça vous traverse, essayer de comprendre pourquoi. C'est juste que votre corps, il vous lance un signal. C'est pareil avec toutes les histoires d'intuition. De quand on va quelque part, un peu la boule au ventre. C'est pas qu'on n'est pas dans la bonne direction, c'est juste peut-être qu'on prend le sujet de frontal comme ça, qu'il faudrait peut-être juste prendre une journée de plus pour le contourner, pour... je sais pas, moi j'ai un gros truc là-dessus. C'est super intéressant. Sur le... en fait, d'accepter qui on est, et de soit en fait on se cache toute sa vie, donc on vit en conflit avec nous-mêmes, soit à un moment on se dit voilà, on a telle qualité, tel défaut, et les défauts, il vaut mieux les accepter pour essayer de bosser dessus plutôt que de les rejeter. Ça va créer des frustrations, ce qui fait qu'on s'engueule avec son mec, ça va pas au bureau, faut juste, je trouve que ça serait tellement plus simple. Moi, ça serait dans mon autre vie, après 37, la vaisselle, je crois que vraiment je voudrais dédier ma vie en fait à l'éducation des enfants. Je me dis le monde va mal aujourd'hui parce qu'on n'apprend pas à gérer les échecs, les frustrations, alors que si on apprenait à gérer ça dès le plus jeune âge, on aurait des gens beaucoup plus responsables et beaucoup plus autonomes, qui fait que quand t'es stressé, tu vas pas pourrir la vie de ton entourage parce que tu sais pas gérer ton stress en fait, ou ta frustration, ou ton échec, ou
Donc ça, c'est un gros sujet après. Donc là, on a un aperçu de peut-être le chapitre suivant. Exactement, mais je ferai peut-être ça à 50-60 ans. Non, mais je trouve ça hyper important. Et pour reparler de la nourriture, pareil, j'ai un gros sujet sur l'alimentation qu'il faudrait mettre au cœur de... Enfin, pour moi, de l'éducation, quoi. De bien se nourrir. Et symboliquement, de bien se nourrir, qu'est-ce qui est le plus important, en fait Et on sait tous ce que ça procure au corps, à l'esprit, d'être devant une belle assiette, un truc bien présenté, de prendre le temps, etc. Ça nourrit beaucoup plus que l'estomac. Et on sait aussi le côté tellement émotionnel de la nourriture. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas maintenant ? Ça me dépasse. Surtout nous, génération des années 80, avec les 0%, mais c'est la dérive de l'humanité, quoi. Terrible. Là, on en revient, mais pas encore dans l'éducation des enfants, et ça me trouve ça vraiment dommage. Et si on... Justement, là, tu parlais de ce qu'il y a dans les assiettes qui est super important. Parfois, le contenant a son importance aussi, dans la manière dont on perçoit ce qu'on mange. Toi, tu t'es orientée vers ça dans ce nouveau chapitre de ta vie après 3-7, les meubles. 3-7 US, on appelait ça. Raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivée à la céramique. Alors, j'y suis arrivée autant par hasard que j'en suis arrivée à être menuisière à un moment de ma vie. En même temps, j'ai pas eu le côté artistique, dessin de ma sœur, mais j'ai toujours été hyper manuelle. J'ai toujours tricoté, fait des choses avec mes mains. Et les assiettes, en fait, quand on a décidé d'arrêter 3-7 les meubles, on avait réservé un stand au salon de maison et objets. Et comme on arrêtait les meubles, clairement, on n'allait pas le présenter. Je disais à Jonas, ils vont pas me rembourser, ce qui fait qu'on perd le coût du salon, qui était quand même colossal. Et Jonas m'avait dit, tu devrais faire tes assiettes. Donc, par faire tes assiettes veut dire les 3 bouses que j'avais fait dans la cuisine de mes parents quand j'étais rentrée en France. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose qui te travaillait, en fait. C'était... Pas du tout. Alors, honnêtement, j'étais rentrée quand je travaillais encore chez TBWA pour renouveler un visa de travail. Je suis désolée parce que j'essaie de faire court sur des histoires qui sont longues, mais qui expliquent... Prends ton temps. J'étais donc rentrée à Paris pour renouveler mon visa de travail. Et quand on renouvelle un visa de travail aux États-Unis, il faut sortir du pays pendant la période de renouvellement. Donc je suis rentrée à Paris, je n'avais absolument rien à faire. Et moi, j'adore les gens, j'adore parler. Et je suis la spécialiste des rencontres incroyables de trottoir. Mais toutes les grosses rencontres de ma vie, c'est vraiment des choses qui ont changé un cours de ma vie. C'est des rencontres mais complètement lambda. De quelqu'un sur un trottoir. Et donc j'avais rencontré cette fille qui s'appelle Claire Lecreux. Et en fait, je sais pas pourquoi, je m'arrête et je parle à cette fille qui est en train de fumer une cigarette, adossée à ce qui avait l'air d'être un espèce de vieil atelier. Et en fait, on se parle, on s'est parlé pendant 2 plombes, et elle me dit qu'elle tient l'atelier de céramique derrière, et on se parle, etc. Et elle me dit, écoute, si t'as rien à faire, viens passer un petit peu de temps avec moi à l'atelier. Et du coup, je suis allée plusieurs fois avec cette fille dans l'atelier, faire ce qui était à l'époque le plus facile, une assiette. Donc elle m'avait vraiment, c'était de la terre recyclée, laissée avec le truc et tout. Et les premiers tests étaient assez bien ressortis. Et c'est pour ça que ma sœur Alix dit toujours que j'ai vraiment eu la chance du débutant avec ma céramique. Parce que ça aurait été très moche, je pense que j'aurais jamais... Mais j'ai toujours gardé contact avec cette fille. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une fille qui a changé le cours de ma vie. Mais sauf que c'était il y a 10 ans avant que je commence les assiettes. Et quand on faisait les pop-up stores à Paris avec Jonas, avec les meubles, à chaque fois, j'allais la voir pour faire une dizaine ou une vingtaine d'assiettes. Et comme ça, je passais un petit peu de temps avec elle. Elle me cuisait les assiettes et je vendais les mini-séries d'assiettes sur le pop-up. Mais jamais de ma vie, je me suis dit que j'allais un jour faire ça. Et puis surtout, il y avait Claire qui était tellement... c'est une vraie céramiste, une vraie potière. Elle connaît toutes les techniques, etc. Moi, j'y allais, je faisais mon petit truc. Je m'étais dit, en fait, elle a tellement de connaissances que... Enfin, je m'étais même pas posé la question, mais... Il y avait clairement un fossé entre ma connaissance et la sienne. Et donc voilà, et donc à chaque fois que je rentrais à Paris, j'allais la voir, je faisais 2-3 assiettes, etc. Et quand on a arrêté 3-7 les meubles, Jonas m'a dit, tu devrais faire une petite série d'assiettes pour rembourser la location du stand de Maison et Objets. Et du coup, j'avais dit, écoute, c'est pas con. C'était au mois de juin, on rentre en France et du coup, on était avec Muse qui avait 1 an ou 2 ans peut-être. Et on rentre en France et je me lance dans une espèce de fabrication d'assiettes dans la cuisine de mes parents, parce que j'avais pas d'appartement à Paris.
Et je me dis, il faut que je fasse, je sais plus, 200 protos pour... donc je fais une petite collection qui sont encore les motifs qu'on a aujourd'hui. Complètement à l'arrache, je les emmène cuire en voiture avec les assiettes qui sont pas cuites. Donc je traverse en warning à 20 km/h avec les trucs comme ça, en ayant peur que le moindre dos d'âne me fasse péter toutes les assiettes, etc. Mais en même temps, c'est des très bons souvenirs. Et en septembre, on installe le salon et en fait, on s'était dit, donc on vivait toujours à New York, et on s'était dit, il faut qu'on vende 300 assiettes pour se rembourser le stand, et on en a vendu, enfin c'était du délire, pratiquement 3000. Et on a eu mais que des boutiques de Maboul qui sont arrivées. On a eu le Bon Marché qui nous a demandé une exclusivité pour Noël, avec un stand exclusif dans leur truc éphémère, avec un dessin, machin, etc. Mais j'en revenais pas. Et on a eu, je sais pas, peut-être une quarantaine de boutiques qui sont venues nous voir, dont des très bonnes boutiques, les Merci, les BHV, etc. Et donc j'étais en panique, je parle à mon père, je dis non mais papa, je ne sais même pas faire tourner un four en fait, je sais même pas, je serais incapable de produire tout ça toute seule, etc. Et mon père m'avait dit, écoute, prends les commandes, dis oui à tout, et si tu as envie de continuer, tu trouveras une manière de te démerder pour trouver les solutions pour produire ça, et si tu n'as pas envie de le faire, il y a aucun... il y avait la semaine après le salon où il faut faire les acomptes, il faut contractualiser, donc tu avais encore une semaine de réduction. Voilà, et donc on avait nos billets de retour pour New York le 18 septembre, et en fait en sortant du salon, donc panique à bord, je dis à Jonas, putain mais qu'est-ce que je fais, en fait il faut qu'on se pose la question, est-ce que jamais j'accepte ces commandes-là, il faut que je m'y mette maintenant, est-ce qu'il veut dire qu'on est à Paris pour X temps, quoi. Et au final, donc on est resté à Paris. Mais moi, j'en dormais pas les 3 jours après l'atelier. Et donc, je refais une rencontre absolument incroyable dans la rue. Je descends promener mon chien, qui fait pipi sur un poteau. À côté du poteau, un mec qui fume une cigarette. On se parle, évidemment, puisque je parle à tout le monde dans la rue. Et on se parle, etc. Et on se parle genre une demi-heure, quoi. Et donc, dans la conversation, il me raconte ce qu'il fait, etc. Et je lui dis que moi, voilà, je suis en transit. On a loué des appartements sur Airbnb, parce qu'on n'a pas d'appartement à Paris et tout. Je lui raconte l'histoire du salon et je lui dis, il faut que je trouve un atelier, un lieu pour fabriquer les assiettes, etc. Et il me dit, non mais attends, moi j'ai un de mes meilleurs copains qui a un atelier, alors je sais plus si c'est à Ivry ou à Villejuif, qui loue, c'est un espèce de truc complètement, un espèce d'énorme hangar avec plein d'ateliers et tout. Non mais attends, je vais t'envoyer son numéro de téléphone, appelle-le, etc. Je me dis, non mais dingue, en même temps je me dis, la probabilité pour que ça fonctionne est quand même assez réduite. Écoute, j'appelle le mec en question, qui me dit, je te file le contact du proprio, j'appelle le proprio, le lendemain je vais voir l'atelier, le hangar qui était complètement dingue, et 2 jours après j'aménageais dans l'atelier. Grâce à ce mec-là. Je suis restée 5 ans dans cet atelier qu'on vient de déménager pour la boutique rue des Saints-Pères. Ouais. Et voilà, et le premier mec qui m'a accueilli, c'est le mec que j'ai eu au téléphone. Donc ça a commencé comme ça, donc ça a été après très périlleux, parce que ça a été très compliqué de mettre au point la fabrication. Moi concrètement, je savais pas, j'ai jamais pris un cours de céramique. Tout ce que je savais faire, c'était mes assiettes, sauf que moi je savais faire mes assiettes, mais à partir du moment où il y avait 4 filles qui travaillaient sur les assiettes, il y avait plus une assiette qui ressemblait aux miennes. Donc il a fallu qu'on cadre ça, et ça m'a littéralement pris 4 ans. Okay. Ça a été compliqué avec les équipes, ça a été compliqué on a eu beaucoup de commandes d'un coup, la production qui allait pas, on avait trop de défauts, trop de pertes. T'as appris en fait sur le tas. Complètement, ouais. C'est-à-dire, toi t'as fait ton apprentissage en total freestyle. Ouais. Donc ça a été très formateur, parce que j'ai évidemment beaucoup appris, et en même temps ça a été très fatigant, parce que j'ai eu vraiment, on est passé par des périodes très prenantes, et quand on sait le temps de fabrication d'une assiette, et que l'assiette sort avec des défauts, mais on perdait des fours entiers, on n'arrivait pas à régler le problème, etc. Et à côté de ça, on avait de plus en plus de demandes. Comme on avait que des très bonnes boutiques un peu partout dans le monde, et la personne qui voyage, qui va arriver au Bon Marché à Paris, puis après qui nous voit au ABC Store à New York, donc il pensait qu'on était clairement une multinationale. Ouais. Et alors que derrière, c'était vraiment à la sueur de mon front. C'est ça, que tout est fait à la main. Ouais. Et puis j'avais aussi des filles que j'avais probablement très mal recrutées, mais qui n'avaient pas du tout l'âme entrepreneuriale, qui ont été... très brutal avec moi. C'est-à-dire que le côté management en fait a été hyper compliqué, parce que si tu veux, en fait, on est dans un truc qui est 100% artisanal. Sauf que moi j'avais 4, 8, parfois 12 personnes à charge.
Et qu'en fait, moi, il y a un moment, il faut que les commandes sortent. Donc moi, j'ai un côté très business. Donc j'adore mon tableau Excel, j'adore, etc. Et en fait, j'avais des filles qui rentraient dans cette espèce de truc, on vient se faire du bien, on malaxant de la terre. C'était très, très thérapeutique pour elles. Et quand je leur disais, les filles, il faut qu'on trouve des solutions pour produire mieux et régler les problèmes, tout d'un coup, je passais pour le monstre capitaliste. Il y avait vraiment, si tu veux, ce grand écart entre la pureté de l'artisanat et le côté diabolique de la mise en vente de ça. Ouais. Mais à un moment, comment est-ce que vous pensez que je paie les factures et que je paie les salaires à la fin du mois? Je trouve que c'est super intéressant ça, parce que c'est un point dont on parle rarement, c'est que là, tu t'es retrouvé très rapidement, finalement, avec beaucoup de commandes, donc besoin de recruter. Et de ne pas savoir comment est-ce qu'on recrute, en fait. Ça. Tu vois, moi, ça faisait 12 ans que j'ai jamais travaillé en France, ça faisait 12 ans que je n'étais pas rentrée. Pratiquement, j'ai jamais travaillé en France, je savais même pas où aller. Et puis, tout est compliqué, on te dit, il faut faire un CDD, il vaut mieux prendre des freelances. Parce qu'en plus, nous, j'avais pas de site internet à l'époque, donc mon seul canal de vente était les salons de maison objets qui arrivent 2 fois par an. Oui. Donc si tu veux, pour moi, je me disais, j'ai besoin de coûts de rush en production 2 fois par an. Donc je m'étais dit, freelance, c'est exactement... parce que qu'est-ce que j'en fais du reste de l'année, en fait? Sauf que ça a été très différent, puisqu'en vrai, ce que je pensais produire en, j'en sais rien, en 8 semaines, qui est complètement délirant aujourd'hui, maintenant je le sais. Mais à l'époque, il fallait que je sois face au problème pour me rendre compte. Ça a été... en fait, on avait des mois et des mois de retard en production. Donc, en fait, ça a glissé sur très longtemps, quoi. Et comment est-ce que tu as tenu par rapport à ça? Parce qu'on pourrait se dire, c'est trop, je me décourage. Entre le management qui est difficile et qui correspond pas forcément à ce que tu avais en tête, les commandes, même si ça... sur le papier, c'est génial d'être un peu débordé par le succès. En fait, c'est pas si simple à gérer. Ah non, mais c'est un enfer. Hein. Voilà. Donc, c'est que tout le monde pense que c'est l'enfer. En fait, il n'y a rien de pire qu'un développement de société sur lequel on ne peut pas trop rapide et sur lequel on ne peut pas faire front, quoi. Et ça, quelle leçon tu en tires aujourd'hui, ou quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance? On leur souhaite bien sûr tout le succès possible, mais pour gérer ça, est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux y a une politique de petits pas? Alors déjà, il y a une capacité de résilience, je pense, en tant que chef d'entreprise, qui est vitale. Alors, je ne me suis jamais dit je vais arrêter. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Je savais que ce que je faisais était ce qu'il fallait. La vaisselle. Je savais que déjà l'identité visuelle, je l'avais. Je savais exactement où je voulais aller. Après, encore une fois, parce que moi, je vais très bien résumer avec une phrase de notre père, qui nous a dit très jeune. Qui nous a dit, il faut que vous acceptiez que dans la vie, quand vous avez votre but, il faut que vous acceptiez que pour atteindre ce but, vous allez tomber 10 fois, vous allez dévier de chemin, vous allez machin, etc. Il faut accepter que ça fasse partie du trajet pour arriver là où vous voulez arriver. Et ne vous faites pas déstabiliser quand c'est dur, quand on vous ferme les portes, quand vous tombez, ça fait partie du process. Et ces process-là, il nous a toujours dit, ça n'est pas des échecs, ce n'est que des expériences. En fait, c'est en tombant, c'est en étant en zone d'inconfort que tu vas chercher au fond de toi des meilleures idées, des meilleures manières. Alors qu'en fait, quand tu es sur une autoroute, que ça marche, l'argent rentre, etc., tu as tendance un peu à te reposer sur tes acquis et il y a moins de créativité, il y a moins de... Et tu t'as dit, en fait, accepter que ça fait partie du jeu et qu'en fait, plus vous avez d'échecs, plus vous avez de vous tomber, plus ça arrive tôt, plus ça va vous former. En fait, il nous a toujours normalisé ça, ce qui fait que je pense, et Alix, parce qu'elle a eu, 10 fois plus que moi, mais vraiment des zones hyper compliquées, des étapes hyper compliquées avec Hamstone. Je pense qu'elle s'est jamais dit, en fait, je baisse les bras, parce que c'est pas une option dans la tête. Alors que je pourrais. Ta créatrice de mode, je précise, de la marque Hamstone. De la marque Hamstone. Mais si tu veux, on s'est jamais dit... Enfin, c'est même pas une option, en fait, dans ma tête, puisqu'on a complètement intégré que ça faisait partie du process, en fait. Donc, il n'y a pas de... Je me pose quand même une question. Je comprends que tu as fait les assiettes, voilà. C'était, certes, tu en avais déjà fait un peu. Là, tu l'as fait pour le salon maison et objets initialement. Mais à quel moment tu t'es dit, ce que je fais pour, quelque part, rembourser mon stand, ça devient mon nouveau business? Je me suis pas du tout posé la question comme ça. Au même titre que tout le monde me dit, mais comment est-ce que t'en es venue à être céramiste alors que t'as pas fait de cours? Comment tu t'es... Et j'ai dit, alors encore, je dois être complètement inconsciente.
Mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment notre génération aujourd'hui, on en parle beaucoup, tout ce truc d'entrepreneur, etc. Mais en vrai, je pense pas qu'aucun entrepreneur se dise quand il se lance, je vais être entrepreneur, Je pense qu'on a vraiment une envie de créer, on a une envie de faire quelque chose. Alors en plus, on est bélier avec ma sœur, donc comme dit ma mère, nous sommes des bêtes à cornes. Ce qui fait qu'on avance la tête baissée, on fonce dans le troupeau et on règle les problèmes quand ils se présentent. Et encore peut-être, j'en sais rien, que ça vient de notre éducation. Moi, je me suis jamais dit que je ne pouvais pas être quelque chose ou quelqu'un parce que j'ai pas les compétences. Alors clairement, je pourrais pas être chirurgien aujourd'hui, mais comme clairement dans nos métiers, on ne sauve pas des vies. C'est la question. C'est bien de rappeler parfois, ouais. est beaucoup plus simple. Ce qui fait qu'en fait, je sais pas comment dire, je me suis même pas posé la question de comment est-ce que tu comptes créer une marque de céramique. Après, t'avais quand même un talent pour effectivement, les métiers manuels, les choses comme ça. Oui, et après, moi, ça devenait assez spontanément, je pense. Et après, bon, il faut pas se mentir, hein, j'ai travaillé dans mon atelier pour arriver à régler les problèmes, etc. Je peux faire du 15 heures par jour. J'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé des tutos, j'ai essayé de comprendre les choses, machin, etc. Et en fait, et pour moi, ça a été la meilleure école parce que je pense que aujourd'hui, j'aurais fait une école de céramisme. Je pense que je n'aurais jamais réussi à monter parce que j'aurais été de ce que j'ai fait à mon propre petit niveau. Encore une fois, je dis pas qu'on est la marque de céramique. Mais si tu veux, ça m'aurait sans doute asphyxiée dans beaucoup de choses, dans ma créativité, parce que on m'aurait dit tu peux pas faire les assiettes comme ça parce que dans la manière dont on fait la céramique ça se fait pas comme ça, et en fait moi comme j'avais pas de règles quelque part, je n'avais pas de barrière, du coup tout était possible, j'avais une idée très précise de mon produit final et donc j'ai juste travaillé à l'envers pour arriver à que mon produit ressemble à ce que j'avais en tête sans jamais que personne m'emmerde en me disant tu fais pas ça dans les règles de l'art. Et quand aujourd'hui j'ai des gens qui me disent vous êtes un peu l'imposteur de la céramique, qui ne disait jamais de manière aussi brutale, et ben je leur dis en fait, pour moi c'est la céramique, et je trouve ça incroyable pour ça, c'est en fait t'as certaines règles, t'as 3 catégories de terre, des cuissons un petit peu différentes, mais en fait ce qui crée la richesse d'une marque de céramique, de l'identité en fait, c'est le travail passé à faire sa petite tambouille, parce qu'en fait il y a tellement de possibilités que c'est vraiment par le travail de ta main, de la manière de tes cuissons, de ton émail, etc., qui crée en fait la singularité d'un produit. Et je trouve que il n'y a pas un métier qui est plus enclin à justement à être ultra personnel en fait. À être ultra personnel et en fait à justement alors écoutez, tu peux avoir des bases, il faut évidemment les avoir pour comprendre comment ça se cuit, etc. Et encore les courbes de cuisson, on dit il faut les cuire à temps, mais c'est toi qui fais ta courbe de cuisson. Donc je trouve qu'il y a ce côté hyper intéressant dans la céramique qui en fait c'est vraiment un métier, tout se fait empiriquement. Enfin tu vois, il faut vraiment c'est ta tambouille en fait qui fonctionne. Et donc pour reparler de toute la partie food dont on a un petit peu mis de côté là, et pour moi c'est exactement pareil en cuisine, c'est-à-dire qu'en cuisine t'as 2-3 règles de cuisine et encore, mais en fait ce qui fait un plat, c'est en fait c'est toi, ta manière d'assaisonner, tu vois, ta main par rapport à ça. Totalement. Et je trouve qu'il manque aujourd'hui terriblement, mais aussi en cuisine, de cette espèce de arrêter de penser qu'il faut suivre un mode d'emploi, une recette et peser les trucs. Le filet d'huile d'olive, mets de l'huile d'olive généreusement, il faut que ça brille, il faut que machin. Ton jus de citron, tu vois, mets du jus de citron au lieu du sel, presse-le bien pour que ce soit bien imbibé, mets plein d'air, pas juste 3 petits... Et en fait, c'est parce qu'on a commencé beaucoup les recettes sur le site et sur alors justement, Instagram. on va pouvoir en parler. Ouais. Juste par rapport à tes produits, parce que ta gamme, au début tu faisais donc des assiettes, ta gamme c'est bien sûr étoffée au fil du temps. Est-ce que quand tu conçois un produit, tu penses à l'usage que vont en avoir, comment est-ce qu'on va manger dedans, comment on va consommer les aliments? Est-ce que justement il y a un lien pour toi très fort entre alimentation et céramique, ou est-ce que c'est vraiment presque un objet d'art la céramique pour toi? Je me suis clairement mise à faire de la céramique. Alors inconsciemment, parce qu'encore quand on me posait la question il y a encore quelques années, je me disais je sais pas pourquoi j'ai fait de la vaisselle. Clairement, c'est que on cuisine, enfin on est tous, comme je disais au tout début, très tournés bouffe à la maison. Et on a aussi cette espèce de plaisir d'avoir des belles tables,
d'avoir la salade verte bien servie. Je me souviens quand on était petit, on disait à ma mère, non mais arrête de te prendre la tête, parce qu'elle venait changer si on n'avait pas mis les bonnes cuillères, les jolies cuillères pour servir la salade. Elle était capable, alors tout le monde était à table, de dire ah non ça c'est pas les bons trucs, elle allait changer. Et quand on était plus jeune, moi je me disais non mais elle est complètement... Et en fait aujourd'hui je comprends, parce que je comprends l'importance de manger avec les yeux d'abord, quoi. Pourquoi est-ce qu'on adore quand on va au restaurant? Parce que c'est bien présenté et que tout d'un coup on s'arrête, on se dit regarde comme ça a l'air appétissant. Et je trouve que on mange que 3 fois par jour et que je trouve que il faut à chaque fois que ce soit un petit moment de fête. Moi quand j'entends mes copines ou dire j'ai pas le temps de bien manger, mais en fait je ne comprends pas, parce que pour moi alors il y a plusieurs choses, mais il y a de bien manger, en fait, d'aller se faire cuire des haricots verts vapeur avec un petit crottin de chevignols, ça prend exactement 5 minutes montre en main, ça va prendre moins de temps que d'aller faire la queue à la boulangerie pour se prendre et surtout je trouve que le temps de se faire une petite assiette, même des pâtes au beurre, mais entre une assiette enfin désolée pour Ikea, mais j'aurais peut-être pas dû dire Ikea. Non, tu peux. Mais et tout d'un coup une assiette, enfin évidemment une 3-7, mais une jolie assiette, de prendre le temps de se mettre ses pâtes bien mises dans son assiette avec un petit parmesan râpé plutôt que le truc déjà râpé qui est sec, etc. Et bah déjà ça, je suis désolée, pour moi ça change un plat de pâtes et c'est vraiment se créer l'instant. Encore, je suis désolée, j'ai l'impression d'être complètement empotée avec mes parents, mais ils ont toujours quand même eu des bonnes phrases et qui nous ont toujours dit en fait le bonheur, c'est pas un absolu, le bonheur c'est dans les instants. C'est des petites sensations qu'il faut réussir à capter, à s'arrêter sur le moment pour se dire ça m'a nourri quelque part. Et donc il nous disait par exemple, après être allé faire un footing, d'aller se boire une bonne bière bien fraîche, il n'y a rien de meilleur. Quand on dit on va aller se faire un petit café, c'est pas tant le café qui est bon, c'est l'idée du moment, du partage du café, tu vois, de ça. Donc on a grandi très sensible à ça. Et pour moi, dans le plaisir de manger, c'est de se dire je me suis fait une petite assiette tellement sympa que et c'est juste voilà de se dire et puis la satisfaction de cette cuisiner un truc frais qui est bon, bah ça nourrit, et en fait on le minimise vachement. Oui, alors que c'est vital en fait. Ouais. Totalement. Et puis on a quand même la vue, l'odorat, enfin tout ça est fait parce que ces sens, il faut les mettre en éveil. Et même là, tu viens de déposer une assiette sur oui, la le table. Bruit, ouais. Il y a tous les sens sont en éveil. On entend. Et je trouve qu'on on a grandi dans une génération, mais on est complètement. On est une génération en fait, où en fait on n'écoute plus jamais ce que les signaux que nous lance notre corps. Tu vois, on n'a plus d'intuition, on n'utilise plus nos sens. Quand on est fatigué, on a été les générations de quand t'es fatigué qu'il faut faire une sieste parce que t'es paresseux. Ça a été très négatif, alors qu'en fait c'est juste ton corps qui dit faut que je me pose les yeux 10 minutes pour me régénérer. Et pareil, quand t'as faim, je sais pas si ton corps t'envoie le message qu'il a envie de manger des pâtes. Moi et ben en fait, fais-toi un bon plat de pâtes. Plutôt que de te dire ah ben non je suis au régime, je vais manger une salade des carottes râpées avec un concombre et rien du tout dessus. Parce que là, c'est puni, donc toute la journée, tu vas penser que tu vas avoir envie finalement de pâtes tout le temps. Et puis tu vas évidemment te ventrer sur un paquet de gâteaux à 17h, voilà. Donc je trouve qu'il y a vraiment une... C'est un retour aussi au bon sens et au sens tout court. Par exemple, je vois dans les recettes de cuisine, j'essaie vraiment d'insuffler ça, parce que je cuisine très intuitivement, donc jamais avec... Moi, je cuisine de manière hyper intuitive, c'est-à-dire vraiment, j'ai mon cerveau qui me dit ce qu'il a envie de manger. Il peut arriver de temps en temps à l'heure du déjeuner où je suis encore, il est 13h30, alors c'est rare. Mais en fait, je mange pas parce que je n'arrive pas à décider ce que vraiment j'ai envie de manger, mais je me pose quand même toujours la question. Et puis je trouve d'avoir ce côté hyper intuitif en cuisine. Alors je sais qu'on n'a pas tous été éduqués pareil, etc. Mais je dis toujours aux filles dans les recettes, en fait, sortez de votre zone d'inconfort en cuisine. Arrêtez de penser qu'il faut que vous fassiez... d'avoir toujours peur que ce soit pas bon, que ce soit un loupé. Mais en fait, ça n'est que votre jugement qui dit que c'est un loupé. Et après, il faut se remettre à connaître les goûts. Le jus de citron pour assaisonner, en fait, goûte. Vois comment est-ce qu'il faut ajuster. Tu vois, il faut repartir à goûter, sentir. J'en sais rien, on me dit toujours, mais combien de temps tu laisses les brocolis pour que... Je lui dis, en fait, moi, à partir du moment où ça commence à sentir dans la cuisine et qui sont vert fluo, c'est le moment où je les enlève. Et après, je sais pas, je regarde pas parce que ça dépend de à quel...
J'ai dit, mais en fait, tout ça, il faut se les remettre, en fait, de la couleur du légume, de l'odeur. Et justement, alors comment tu fais pour mettre au point, finalement, pour travailler sur des recettes que tu partages? Alors, je vais dire en toute sincérité, parce que je sais qu'Axel, avec qui je travaille, va se marrer si j'ai dit autre chose. En vrai, je travaille jamais les recettes en amont, c'est-à-dire que j'ai une idée de ce que je vais faire, et c'est toujours en freestyle total quand on fait les recettes. Mais il y a toujours un moment dans la recette où je goûte et je dis, attends, il manque du citron, il manque de ça, etc. Et après, on a la chance de pouvoir, si on a dit qu'il fallait 3 gousses d'ail et qu'en fait, c'est mieux d'en mettre 4 ou 5, on a juste dans la recette, personne va vraiment le savoir, etc. Mais c'est généralement toujours en freestyle. Mais après, parce que je me dis, il y a vraiment cette idée du healthy with a dirty twist. En fait, quand tu pars avec des bons ingrédients, des bons légumes, des bonnes pâtes, un bon fromage, etc., t'as quand même peu de chances de te planter. Et du coup, moi, c'est vraiment ce que je veux insuffler, c'est cette cuisine, je te dis, beaucoup plus intuitive. Arrêtez de... Ah mais mon Dieu, vous dites que c'est du healthy with a dirty twist, mais il y a beaucoup de beurre dedans. Mais c'est pas grave. Et puis le beurre, c'est bon. Tu vois, il vaut mieux te faire un très bon plat de pâtes avec... qui soit bon, mais au moins t'es nourri, t'as mangé ton plat de pâtes, ton corps est content, ton ventre est content, ta tête est contente parce qu'elle est nourrie. Et puis après, le soir, tu te fais une très bonne petite soupe, de carottes, je sais pas quoi. Tu vois, pour moi, tout est un truc d'équilibre, alors que j'ai l'impression que, par exemple, il y a encore dans la tête de beaucoup de gens, et on l'a beaucoup sur les commentaires qu'on a, de cette espèce d'éducation qu'on a malheureusement tous eu dans les années 80-90, qui est en fait le healthy, c'est le diète, et le diète, c'est la punition. Ouais, alors que moi, j'estime que je mange hyper sainement. Je sais que ma base est vraiment 80% de tout ce qui est légumes, etc. Et par contre, je vais toujours me faire le dirty twist, mais qui en fait n'est pas... je sais pas, je vais me faire une très belle assiette de brocoli avec une espèce d'énorme burrata crémeuse. Mais en fait, tout va bien, quoi. Il y a pas de problème parce que c'est équilibré, parce que je sais que j'ai mangé mes légumes et machin, etc. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai vraiment l'envie de... Je sais pas, en fait, de décoincer tout le monde, d'arrêter avec moi je mange pas de frites parce que ça fait grossir. En fait, non. Ce qui fait grossir, c'est les excès. Ce qui fait grossir, c'est... c'est de manger des frites à tous les repas. C'est de manger des frites à tous les repas, c'est d'aller bouffer des trucs surgelés. Des mauvaises associations mais si jamais tu manges avec une base très saine, mais tu peux aller te coller une assiette de frites sans problème, aller te faire 4 jours de raclette au ski, parce qu'après quand tu rentres, tu vas te faire une petite soupe trop bonne, mais qui va pas être une punition. Parce que tu vas te prendre une soupe... Je pense que si on est dans une... Ces dernières années, on est aussi dans une acceptation de corps différents. Enfin, la minceur a été vraiment portée... à son paroxysme, mais finalement maintenant on en revient en se disant c'est ok et c'est normal en fait d'avoir un corps qui est le sien et qui n'a pas besoin d'être celui d'un autre en fait. Exactement. Et alors je trouve que c'est marrant parce que je préfère le même rapprochement avec l'artisanat. Je trouve heureusement qu'on y revient et qu'on le touche du doigt, mais je pense que dans la réalité on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore, je suis d'accord. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a les prémices. Ah oui, il y a clairement la volonté. Surtout avec la jeune génération, il y a un truc sensible à ces sujets-là. Exactement, ouais. Qui a peut-être été moins bercé par. Non, mais heureusement parce que ça a été la dégringolade. Ouais. Enfin, je pense que et puis encore aujourd'hui, moi j'ai encore plein de copines où je sais que c'est un sujet compliqué. Oui, bien sûr. Qui sont toujours avec leurs 4 ou 5 kilos de trop. Mais encore une fois, moi, c'est pour ça que je voudrais... je me dis, on apprendrait aux enfants aujourd'hui à bien bouffer, qu'on apprendrait aussi que l'équilibre, il est dans l'activité physique. On me dit toujours, mais... non, mais toi, avec ton métabolisme, etc. Alors, je veux bien être d'accord que j'ai la chance d'être grande, que du coup, effectivement, je prends peut-être un petit peu moins de poids parce qu'il y a de la hauteur à nourrir, etc. Mais à côté de ça, moi, je cours 30 km par semaine. Parce que je sais que je mange beaucoup, je suis hyper gourmande, en plus j'adore le sucre, les bonbecs, ça, je peux faire des explosions d'Haribo assez régulièrement au bureau. Mais à côté de ça, mon équilibre, il est que, comme je sais que j'aime beaucoup, j'aime très bien manger et j'ai très bon appétit, et qu'en fait je suis comme tout le monde si et je sais pas faire de régime, donc je suis incapable de dire je mange pas de ça, etc. Parce que j'ai pas été éduquée je peux pas manger l'assiette de frites parce que ça fait grossir, c'est pas du tout dans mon... Mais du coup, en contrepartie, mon équilibre, il est où ? C'est que je vais courir.
Ce qui fait que quand je vais courir, après déjà t'as quand même dans une satisfaction de corps qui fait que t'as envie de manger correctement. Et tu t'es dans un espèce de cercle vertueux qui fait que en fait tu fais gaffe à toi et tu... Mais sûrement aussi parce que t'es très connecté à ton ressenti. Oui, ce qui a été, je pense, ce qui a beaucoup péché pour certaines générations où il y avait le diktat et en fait, peu importe ce qu'on ressentait. Mais bien sûr, ça a été en fait tes émotions, tu les gardes, tu dis surtout pas quand t'es fatigué, quand t'es triste, quand t'es machin, etc. Alors qu'en fait, ça c'est la destruction humaine, quoi. Totalement. On est des êtres d'émotions et je trouve qu'au lieu de justement, et je me dis qu'on y arrive. Mais au lieu de mettre un voile sur... Dès que ça fait mal, pareil, des drames familiaux, t'entends, et en fait, c'est des non-dits. Mais quand tu vois le détraquage que ça crée de génération en génération, il y a tous ces sujets aussi sur l'intuition, etc. Et des nanas qui disent, mais moi, c'est pas que t'as pas l'intuition, c'est qu'en fait, on ne t'a jamais appris à te faire confiance pour les suivre, parce qu'on est tous intuitifs. C'est juste que toi, dès que t'as un truc d'intuition qui dit hop, tu mets un voile dessus et du coup, t'as une frustration qui se crée. Attends, après, c'est un travail de vie. Hein. Moi, je suis dedans aussi. Hein. Moi, c'est pas du tout un truc où je dis c'est acquis, etc. Mais je sais que j'en suis très consciente et que je trouve que tout est tellement plus simple quand c'est dit, en fait. Ouais, je suis bien d'accord. Tu vois, quand t'as une douleur, quelque chose qui va pas, une relation, et de dire écoute, je suis désolée, est-ce qu'on peut parler? Parce qu'en fait, il s'est passé ça la dernière fois, tu t'en es peut-être pas rendu compte. Mais ça, tu vois, ça m'a blessée et voilà. Et en fait, tu peux tout entendre. Et puis, tu sais aussi le pouvoir de, tu sais, de dire pardon, de dire excuse-moi, je me suis pas rendu compte de ça, etc. Ça te désamorce toutes les douleurs en fait. Et je trouve que tu vois, on apprendrait ça jeune, plutôt qu'à nos âges avancés. Mais t'imagines le gain de temps sur la vie, quoi. C'est tout d'un coup, t'es plus dans un truc de douleur, tu vois, on se rentre dedans. C'est parce qu'on est tous pareils au final, on est tous maladroits, on grandit tous différemment, on s'exprime plus ou moins facilement. Tu vois, s'il y avait un peu plus d'indulgence. Mais à tous les niveaux, au niveau du corps, au niveau de... pareil, de la bouffe, tu vois, ça serait... C'est ce que je trouve dur avec les réseaux sociaux, c'est que t'as l'impression qu'il faut arriver sur un espèce d'absolu partout, il faut être très bon partout. Il faut bien nourrir tes enfants, mais c'est tellement fatigant. Ouais. Alors qu'en fait, on apprendrait que c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. Arrête de te prendre la tête, tu sais pas quoi faire, va prendre 4 patates douces, on te fait une petite recette, tu fais ça au four, les enfants ils ont l'impression de manger des frites, c'est hyper sucré. Tu t'assaisonnes ça avec 3 fois rien et en fait ça te fait un dîner et puis t'as la satisfaction. Et c'est satisfaisant, quoi. Ouais. Ah ouais. Puis il y a vraiment cette satisfaction de faire avec tes mains, comme toujours, parce qu'aujourd'hui on revalorise beaucoup l'artisanat, parce que tout le monde veut retrouver un métier qui fait du sens avec les mains, mais commençons dans nos cuisines en fait. Ouais. C'est vrai que de prendre les objets, on ne sait pas par sentir. quel bout le prendre ça. Et c'est vrai que c'est peut-être la première reconnexion avec les mains, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que ce qui te nourrit et nourrit tes enfants en fait? Parce que ça nourrit beaucoup plus, encore une fois, c'est vraiment l'image, ça nourrit beaucoup plus qu'un estomac. C'est la satisfaction d'avoir c'est plein de petites victoires, quoi, d'avoir fait un petit dîner où t'es sorti un peu de ta zone de confort et puis après tu sais, ça va te donner confiance pour le repas d'après. Ouais. Et d'après c'est vraiment un cercle vertueux. Et pareil, d'aller sentir une pomme, d'aller allons-y quoi, gaiement. Puis voilà, je me dis tout ce que le monde nous offre, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Enfin, on sait ce qui s'est passé, mais pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de transformer autant ce qui est déjà parfait? Tu sais, ils expliquent qu'une pomme, elle tient parfaitement dans la main de l'homme. Il y a tout, il y a la couleur, il y a le côté juteux, sucré, croquant, un peu crispy, machin, etc. Et de le transformer en un jus de pomme, c'est qu'en fait t'illumines toute la fibre de la pomme qui fait que c'est ce qui te nourrit quand même, qui fait de la contenance. Et du coup tu bois un truc qui en fait va rien t'apporter à part de la fraîcheur et ça, alors qu'en fait pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout transformer? La pomme elle est parfaite, t'as un petit creux, boum, une pomme, ça te remplit l'estomac juste comme il faut. Et voilà, moi j'aimerais vraiment repartir à un truc beaucoup plus... Donc c'est un peu quand même ce qu'on essaie nous d'insuffler. Alors c'est beaucoup de création de contenu à faire, et puis on est un peu dans la vague. Mais moi j'aimerais vraiment avec le Healthy with a Dirty Twist avoir un truc beaucoup plus aspirationnel sur manger en fait très sainement. C'est des recettes qui sont hyper faciles à chaque fois et qui se font très rapidement. Et voilà, et moi j'ai vraiment envie d'avoir ça, on me présente à chaque fois parce qu'on dit que aussi important que ce que tu fais, c'est comme tu disais au début, le contenant. Et donc à chaque fois on dit voilà, vous présentez ça dans un beau truc comme ça parce que ça fait
Et voilà, moi j'ai envie d'insuffler en fait de changer cette manière de manger, de recevoir, de prendre le temps aussi, de prendre le temps. Prenez 3 minutes en fait, de dire j'ai pas le temps, mais si en fait de prendre 5 minutes pour te faire une belle assiette, ça va te faire gagner tellement d'autres choses sur la journée. Et encore une fois, d'arrêter de minimiser cette petite satisfaction de se dire j'ai mangé un truc tellement bon que j'ai fait moi-même, que je me suis mis dans une petite assiette entre 2 réunions. Mais voilà, ce sentiment de superwoman, il commence par ces petites choses là-dedans, quoi. Moi, écoute, tu me fais une transition parfaite en parlant de superwoman, parce que j'aimerais bien qu'on parle d'un autre sujet que j'aborde avec toutes mes invitées, qui est la place des femmes. Ouais. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a eu une incidence sur ta vie professionnelle, sur tes différentes carrières successives? Est-ce qu'à un moment, tu as senti que ça faisait une quelconque différence Alors, encore une fois, je suis désolée, ce qu'on a vraiment vécu dans le monde des bisounours, c'est qu'on a des parents qui sont vraiment incroyables, mais on a... Donc on est 3, on a été élevés en égalité totale, alors que j'ai un père qui était quand même dans la pub, dans un milieu qui était connu pour être très machiste. Donc par les hommes importants de ma vie, jamais. C'est-à-dire que j'ai un père qui nous a mis en totale égalité avec notre frère, qui nous a toujours dit les filles, si jamais vous voulez déplacer des montagnes, chaque jour de votre vie est un moment de le faire. Si vous avez besoin de vous exprimer, prenez votre voix, exprimez, parlez, etc. Donc on n'a vraiment pas eu ça. Et en fait, que tu le veuilles ou non, quand t'as un père qui t'éduque comme ça, tu n'accepteras jamais qu'on te traite autrement. Et donc non, et pareil dans mes relations, j'ai eu ma toute première relation amoureuse, mais je devais avoir 15-16 ans, j'étais folle amoureuse d'un mec, etc., qui aujourd'hui, je pense qu'on aurait dit clairement que c'était un pervers narcissique, sauf qu'à l'époque, t'avais pas le nom. Non. Et en fait, j'ai mon père qui m'a dit une phrase à ce moment-là, qui m'a dit « Caroline, il faut que tu comprennes que dans la vie, tu reçois l'amour que tu penses mériter. C'est-à-dire que si jamais t'es avec un mec qui t'en fait voir toutes tes couleurs, qui joue le chaud-froid en permanence, des copines qui te font des petits coups à l'envers, etc., tu peux pas en fait te dire sniff, j'ai pas de chance, j'ai que des relations, nanana, etc. Le problème, il vient de toi. C'est toi qui ne t'estimes pas suffisamment, qui n'a pas assez confiance en toi pour accepter ce genre de relation. Alors que si jamais tu pensais que tu méritais mieux que ça, tu n'accepterais jamais un mec qui te traite comme ça. Moi, j'avais 15-16 ans, donc on était quand même encore... ça n'a pas laissé trop de séquelles, mais oui, je me dis enfin aussi parce que je m'en souviens encore et en fait, ça m'a fait piger vachement de trucs. Et je sais qu'avec ma sœur, on se le dit souvent, cette phrase-là. Pareil, parce que ça marche dans tout, dans le boulot. Tu vois, quand t'entends que t'as des amis qui ont des boss qui les harcèlent, qui les maltraitent, qui les rabaissent, etc. Encore une fois, désolée que tu croises le chemin de cette personne-là, mais en fait, le travail, c'est à faire sur toi pour que tu prennes confiance, pour que jamais tu n'acceptes que homme ou femme te traite de cette manière, quoi. Donc toi, t'as jamais... Enfin, voilà. Donc, après, en fait... je vois ce que c'est, parce que là, par exemple, on a fait les travaux de la boutique. Non, mais c'était trop marrant. Ils sont arrivés, tous ces mecs qui font les travaux. Ils se sont dit, alors la petite blonde avec son atelier de céramie, on va la calmer en 2 minutes. Mais en fait, ici, il a fallu que je m'impose, en fait. Que je leur dis, en fait, les gars, je vous explique. Peu importe ce que vous pensez de ça, moi, c'est un business. Je suis sur le détail, etc. Donc... il a fallu, tu vois, 2-3 conversations un peu sportives, mais clairement, je me laisse pas faire, parce qu'en fait, c'est mon business, et puis à quel moment... parce que t'as un mec, puis avec des espèces de blagues un peu grassouilles, enfin... Ouais. C'est là, mes mecs, alors en fait, c'est juste pas besoin. Et souvent, il suffit juste avec une petite blague en retour, un peu piquante, pour qu'ils aient compris, et je peux te dire qu'après... Donc non, je pense qu'on a vraiment ça avec... Donc l'éducation encore et toujours. Franchement, oui. Et encore une fois, moi, je suis pas du tout. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, etc. Mais je pense que voilà, si on donnait les capacités aux enfants et aux petites filles, mais pareil aux petits garçons, de leur dire regarde-toi, petite fille. En fait, n'accepte jamais de te faire traiter comme ça, mais au même titre que toi, petit garçon, ne l'accepte pas non plus, mais surtout, ne pense pas que parce que c'est une fille, tu peux... Tu as le droit de... Surtout que cette petite fille qui est peut-être plus petite que toi, sache qu'elle va être beaucoup plus mature que toi, beaucoup plus rapidement, donc t'as plutôt intérêt à suivre ses conseils plutôt que penser que toi, t'es le boss, etc. Et après, pareil, j'ai un mari qui, clairement, n'est pas sexiste, qui, lui, sait ce que ça a été avoué la dernière fois, hyper marrant dans une conversation, où j'ai mon fils qui lui dit papa c'est le plus fort. Et là je regarde Jonas et je me marre et je lui dis quoi?
Et donc Jonas se marre aussi. Et je lui dis en rigolant, je lui dis Jonas, explique à ton fils. Et donc il lui a vraiment, c'était hyper marrant, mais il lui a dit écoute, tout ça en anglais, mais il lui dit Jack, en fait tu penses que ton papa est le plus fort parce que je suis plus fort en muscles, mais ne minimise jamais la force de ta mère. Comme ça, je lui ai dit bon, moi, c'est le truc. Puis, parce qu'il sait, mon mari sait que la force intérieure des femmes, quoi. C'est pour ça que je trouve ça dingue de me dire qu'on s'est autant laissé marcher sur les pieds alors qu'on est tellement capable en tant que femme de tellement de choses. Et je vois, moi, toutes les... C'est un très beau message, oui. Oh, non, mais je trouve ça dingue, mais moi, c'est ce que j'arrête pas de dire aux filles dans l'équipe, parce qu'on était au début que des filles, maintenant il y a 2 garçons qui sont arrivés, donc on peut plus dire que nous ne sommes plus des femmes. Mais je disais, les filles, il faut qu'on se rende compte, en fait, de ce qu'on fait, quoi. Et ça, tu as l'impression que c'est ton rôle en tant que chef d'entreprise, entrepreneur. Est-ce que c'est ton rôle de faire prendre conscience aux femmes qui travaillent avec toi que les femmes ont toute leur place, ont tout le pouvoir? Femme, je sais pas, par contre je le dis à tout le monde de manière égale. C'est que on fait quand même un métier qui est délirant, parce que c'est vraiment un travail de fourmi qu'on fait. Et de temps en temps, moi ça me fait bizarre, je rentre dans la boutique et je vois tout le stock qu'on a bâti, et je me dis mais c'est dingue qu'on fasse ça à la main. Et je me dis qu'aujourd'hui, je me dirais, tu vas faire un truc fait à la main, mais je me dirais, c'est impossible, c'est pas possible, il y a trop de temps de dessin, etc. Alors que si on y arrivait... Et non, et moi, alors, j'essaie, moi, de différencier un petit peu le côté professionnel, parce que j'adore les gens, moi, je peux parler pendant des heures avec les filles, etc. Et de temps en temps, j'essaie de mettre un petit peu de distance, que je veux pas être trop invasive, quelque part. Mais si, de temps en temps, je dis à tout le monde, mais vous vous rendez compte quand même de ce qu'on est en train de faire, Moi, je trouve qu'il faut vachement valoriser tout ça, ce que je leur dis, je leur dis clairement, toute seule, je ne pourrais pas le faire de ce qu'on fait, et c'est parce qu'on est tous ensemble maintenant, qu'on crée ce qu'on est en train de créer. Moi, j'ai toujours vu la chose en groupe, tu vois. Et peut-être parce je suis née à 2, mais de me dire toujours, on est plus intelligent et plus fort à plusieurs cerveaux, plusieurs mains. J'essaie de vachement écouter ce que les filles ont à dire sur tu vois, quand il y a des choses à changer et tout. Et après, voilà, je suis aussi loin d'être parfaite sur d'autres choses, mais c'est vrai que c'est toujours difficile l'équilibre entre être chef d'entreprise, avoir un business où il faut quand même un moment se retrousser les manches et puis suivre un peu les chiffres, etc. Et puis en même temps, moi, j'ai le côté hyper humain où j'ai envie d'adopter tout le monde, quoi. Donc, Caroline, avant de passer à la dernière partie de l'interview, j'aimerais bien te demander s'il y a des femmes qui t'inspirent. Alors, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Ça peut être des grandes figures, ça peut être des femmes de ton quotidien. Alors, en vrai, moi, c'est vraiment la femme. Je trouve les femmes, de manière générale, fascinantes. Je sais pas, quand je vois les matins avec les dépôts d'enfants à l'école, les mères qui sont enceintes, avec le petit qui a 2 ans qui se met à pleurer, etc. Mais parfois, je le fais pas parce que je me dis, on va me prendre pour une givrée, mais moi, j'ai envie de serrer tout le monde dans les bras en me disant, mais en fait, on sait ce qu'on fait. Sauf qu'on est tellement pudique et on a tellement... au fait, qu'on le dit pas, mais en fait, moi, je trouve les femmes... Je trouve on a tellement de force en nous. Et je trouve en même temps qu'on a l'élégance de justement pas l'ouvrir, à te faire penser que les mecs gèrent beaucoup plus de trucs, alors qu'en fait, je sais pas, au quotidien, quand on a des enfants, on sait quand même ce qu'on gère. Et donc moi, je suis très inspirée par... franchement, je suis désolée, ma réponse aussi large. Non, mais moi, j'aime les femmes, j'adore... je trouve qu'on a une capacité de remise en question, je sais pas, de gérer, d'affronter les problèmes, de les gérer, de les régler, de mettre de côté ce qui est peut-être pas si nécessaire. Et je trouve qu'on est hyper humble dans le sens où... tu sais, pour moi, c'est un peu la relation homme-femme. Alors, je vais essayer de bien... Parce que ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais tu sais, c'est un peu comme... quand t'as 2 enfants et que t'as les dessins et que tu dis « Oh, c'est trop beau, mon petit chéri, machin, etc. » et que clairement, c'est une croûte qui a été faite parce qu'il a 3 ans et que... Mais tu sais que tu vas valoriser et que la petite fille à côté qui va avoir... qui est un peu plus grande et qui fait un dessin, elle a pas dépassé, etc. On va moins le valoriser. Et pour moi, la relation homme-femme, c'est de savoir dès le début que l'homme... On va me détester parce qu'il va falloir qu'on enlève cette partie-là. Et tu sais que le petit garçon, en fait, parce qu'il est un petit peu plus... il faut un peu plus travailler son ego. On lui a dit c'est bien, t'es hyper forte, t'es machin, etc. Et la petite fille qui en fait est première de classe sur beaucoup de sujets,
et on la valorise moins pour juste pas blesser le premier modèle humain qui a été fait. Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de ça? Ah mais complètement, mais moi c'est ce que... Enfin évidemment, c'est pour ça que... Enfin moi j'ai tout ce côté-là de... Où là j'ai envie de tu vois, d'en parler vachement, de ce truc d'entrepreneuriat, d'avoir les filles. C'est important d'avoir des exemples comme le tien. Arrêtez de vous excuser, quoi, d'être vous. Mais il faudrait qu'on se lève, pareil, le rapport au corps. Quand tu vois comment vieillissent les hommes par rapport aux femmes, ou les femmes, on a eu les enfants, on a allaité, machin, etc. Tu regardes jamais un couple, t'as quand même le mec au bout de 40 ans qui est bedonnant, la nana qui quand même se maintient. Et c'est mais à quel moment on s'excuse de nos corps, quoi, alors que regardez sur par quoi on est passé. Mais pareil, encore une fois, on dirait à nos petites filles quand elles arrivent là en pré-ado, ou tu vois 8 ans, regarde ton corps dans la glace, et je t'explique un truc, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à aimer ton corps, parce que déjà tu vas pas vraiment le changer. Alors si tu fais 1m60, tu vas pas faire 1m80 demain. Et en fait, il faut que tu apprennes à aimer ce corps-là, parce que ce corps-là est d'une puissance où tu vas comprendre peut-être juste le jour où tu auras eu tes enfants, que tu auras accouché, mais la capacité de ton corps, quoi. De dire que tu peux subvenir et de faire vivre ton enfant pendant des années en l'allaitant, que le corps qui se stretch d'un sens va potentiellement revenir le même, des douleurs qu'on subit, etc. Et je suis là, mais en fait, il faudrait commencer à mettre dans la tête des petites filles, arrêtez de vous excuser avec vos corps, arrêtez de vous excuser avec vos rondeurs, vos poils, vos machins, mais juste le corps de la femme est absolument incroyable, quoi. Ouais, il peut tout. Exactement, mais ça, il faut le faire rentrer dans la tête de tout le monde pour que, tu vois, les nanas arrivent, tu vois, elles sont toujours... je suis désolée, je suis pas bien dans mon truc, mais arrête, t'es magnifique, prends-le en tête, tu vois. Et moi c'est ça, putain, que je voudrais mais parce que j'ai des enfants aujourd'hui et que je veux pas que ma fille si tu veux, si jamais le mal-être féminin n'était qu'une question enfin en grande partie une question physique, je peux dire qu'une Gisèle ou une Kate Moss, elle doit être aussi complexée que nous toutes. Alors qu'elles sont considérées... Enfin, tu vois, si jamais c'était la beauté esthétique qui réglait le problème. Ouais, bien sûr. Non, mais... Mais c'est pas ça, c'est le problème, c'est de toi, ton rapport à toi-même et de tes yeux sur ton corps. Si on apprenait à se juger, tu vois, un peu plus gentiment, en fait. De se dire... mais après, c'est un truc, parce qu'il faudrait aussi qu'on arrête de véhiculer des corps qui sont photoshopés dans tous les sens, qui sont pas accessibles, ou... Ils sont peut-être très alléchants sur la photo, mais ça relève d'un truc pas normal, en fait. Ouais, bien sûr. Mais donc voilà, donc je voudrais, moi, je suis très inspirée par les femmes. Je trouve qu'en plus on est là à Paris, je trouve plein de toutes les marques, moi de mes copines, j'ai évidemment plein d'amis entrepreneuses d'ailleurs. Et je trouve qu'on est hyper fortes. Mais vraiment, je te jure, j'ai aucun problème pour le dire. Merci pour ce message. Je trouve qu'on est mais hyper fortes. Caroline, on passe à la dernière partie de l'interview. C'est des petites questions du tac au tac pour mieux te connaître. J'espère que je vais être assez vive pour le tac au tac. Quel est ton dernier coup de cœur food? Ça peut être un resto, ça peut être un livre, un vin, ce que tu veux. Ah, pas un plat. Ça peut être un plat, tout à fait. Je sais pas, j'aime tellement tout. Je peux vraiment, moi, me pavaner devant... on a fait un plat de pâtes hier, que j'ai l'impression d'avoir mangé le meilleur plat de pâtes de ma vie. Moi, chaque repas est un nouveau... coup de cœur. Un nouveau coup de cœur, mais je vais pas beaucoup au restaurant parce que j'ai les enfants tout le temps et que je travaille beaucoup, et que si je dîne pas avec eux, je les vois pas le soir. Ta question au tac au tac, du coup, j'y ai pas du tout répondu. Non, je sais pas. Y a aucun problème, prends ton temps. Mais j'aime bien l'idée du coup de cœur au quotidien. Et ah ouais, moi je trouve que, je te dis, pour moi, on mange 3 fois par jour. En vrai, plus 2 fois, et je trouve qu'à chaque fois, il faut que ce soit une fête, quoi. Est-ce qu'il y a un plat qui pourrait résumer ton enfance? Un très bon plat de pâtes, huile d'olive, ail, basilic, piment. Toute mon enfance. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté que tu n'as jamais oublié? Oui, alors c'est marrant parce que je pense que ça me m'attire pas du tout aujourd'hui, mais je me souviens avoir mangé ça et m'a dit j'ai jamais mangé un truc pareil. Mon père m'avait amené il y a une 20aine d'années dans un restaurant italien, dont j'ai évidemment oublié le nom, et on avait commandé un risotto de mozzarella fumée poire fondante. Incroyable. Alors que j'aime pas trop les mélanges sucré-salé, moi, mais je garde un souvenir de ce... tu vois, c'était il y a 20 ans. Ouais. Je l'ai mangé une fois dans ma vie. Je sais pas si aujourd'hui je le trouverais ça si bon, mais ça m'avait... je l'avais trouvé ça hyper moderne. Mozzarella fumée à l'époque, il y avait pas beaucoup. Poire fondant, j'ai trouvé ça délirant. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? Ah ouais, il y en a, je crois qu'il y en a 4, mais vraiment je peux pas manger. Et ça m'agace un petit peu parce que je me dis que c'est un petit manque de palais de ma part, les anchois. Ça me flingue un plat.
les épinards cuits. Alors j'adore tout ce qui est de la grande verdure. Je pourrais manger un gazon. Enfin d'ailleurs c'est très tendancieux ce que je viens de dire, mais j'adore la verdure, quoi. Donc les épinards, anchois, les endives et tout ce qui s'apparente au Nutella. Tout ce qui est les pâtes à tartiner. Les pâtes à tartiner, les Ferrero Rocher, là. Tout ça, ouais. nougatine. Mais horrible. Okay. Alors je suis très gourmande, mais ça c'est des trucs... Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine ? J'ai toujours une bouteille de champagne dans mon frigo. Parce qu'on ne sait jamais. Et d'ailleurs, pareil à l'atelier, on a toujours une bouteille de champagne. Parce qu'après une journée un petit peu mouvementée, parfois à 6h02, et on finit la journée avec une petite coupe de champagne. Non, et j'ai toujours, dans mon frigo, j'ai toujours de l'ail. Enfin, d'ailleurs, pas dans mon frigo, j'ai toujours du citron, de l'ail, du gingembre. Et je crois que j'ai toujours un brocoli, parce que j'ai vraiment la passion brocoli. Justement, quelle est ta recette fétiche, celle que tu fais tout le temps à la maison ? Ma salade de brocoli. Mais je voudrais que, parce que je sais que ça paraît un peu, la meuf, son trip dans la vie, c'est le brocoli vapeur. Et moi, c'est de la salade de brocoli pimpée à fond, avec un assaisonnement que je change régulièrement, mais très bon. Et franchement, c'est incroyable. Et justement, quand tu es en cuisine pour faire peut-être ta fameuse salade de brocoli, qu'est-ce que tu écoutes ? Est-ce que tu écoutes de la musique ? Est-ce que tu écoutes la radio, des podcasts ? Tu travailles en silence ? Alors, j'ai toujours beaucoup de bruit autour de moi, à l'atelier et à la maison avec les enfants. Et donc, j'ai toujours, parce que Jonas, il y a toujours de la musique tout le temps. Et parfois, je suis en demande de calme. De mute, mais de tout. Donc, si jamais je cuisine, alors je déteste qu'on me parle pendant que je cuisine. Par exemple, le truc où on invite des amis à dîner et on prépare le truc avant, moi, c'est l'enfer. J'aime bien, c'est un peu ma zone de méditation. Oui. Et du coup, j'aime bien être dans le calme. Donc, quand j'ai les enfants qui viennent, ça me crispe un peu. Je les garde parce que je les aime bien. Mais non, moi, j'aime bien, c'est vraiment, j'ai un côté hyper méditif où je suis vraiment dans mon monde. Et puis, je suis en train de cuisiner, je sens les trucs. Et là, je me dis, oh putain, il faut que je rajoute ça. Et là... Donc non, c'est vraiment dans mon truc, j'aime pas qu'on me parle et que enfin, je suis très agréable si tu viens me parler en cuisine, mais en vrai j'aime pas. Ok. Quel serait le resto de ta vie s'il n'en restait qu'un ? Ton restaurant préféré de tous les temps ? Alors je sais pas s'il y en a un, mais clairement ça sera un italien pour manger des pâtes. Et est-ce qu'il y a un restaurant qui te fait rêver, où tu n'es jamais allé mais qui serait tout en haut de ta liste des restaurants à découvrir ? Non. Je sais pas pourquoi, mais non, en fait parce que je suis pas dans une étape de ma vie où je vais beaucoup au restaurant. Tu m'aurais demandé ça avant les enfants. À New York, j'en avais peut-être 200, mais non, c'est juste que je suis pas à cette étape-là de ma vie. Dernière question de cette interview. Quelle femme tu aimerais entendre dans un prochain épisode de Girls in Food ? Alors, très bonne question. J'ai vu que tu avais eu Elvira Masson. Ouais. Alors, elle, je l'aime beaucoup. Est-ce que tu as eu, ainsi que j'adore, Perla ? Non. Ah, Perla. Perla qui est absolument magique, qui ne déjeune jamais, qui mange un repas par jour, qui est tellement lumineuse. Non mais Perla c'est Armand Schreiber. Incroyable, et qui t'invite à déjeuner chez elle, qui te fait un truc magnifique, avec un très bon poisson cuit avec du curry, machin, etc. Qui est toujours habillée en blanc, nickel. Elle a le visage très, les yeux très solaires, là. Tout est... Et qui est hyper douce, qui adore la bouffe, qui en parlera incroyablement bien. Et par contre, qui ne mange pas à l'heure du déjeuner, parce qu'elle ne mange pas, elle fait des espèces de jeûnes, enfin, je sais même pas comment est-ce qu'elle appelle ça, mais donc elle ne fait que dîner, donc elle te prépare, donc t'es toujours gênée. Parce que tu manges clairement tout ce qu'il y a sur la table, moi c'est l'aspirateur. Et voilà, non mais Perla, évidemment, pour la bouffe, elle a fait des livres de recettes hyper bien, elle a une cuisine hyper moderne. Perla, définitivement. Merci beaucoup, Caroline. Merci, c'était hyper sympa. À très bientôt. Merci. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.